Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Les 100 ans de Disney dans Wish, une dinde bien tranchée pour Thanksgiving, une course-poursuite dans la neige dans Monarch, le deuxième épisode spécial de Doctor Who pour les 60 ans de la série, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al. Et salut les amis. Salut. C'est Al. Putain, t'as pas la ref? Pas du tout. C'est quoi la ref? Ah, c'était David Lafarge Pokémon. Ah d'accord. Okay. Coucou. Putain, ouais voilà. Bah tu vois, tu l'as la ref. Je l'ai un peu. Ouais, bah super intro encore une fois. J'aimerais un jour qu'on fasse une intro où genre on est que des films genre gentils, tu sais, genre qui mettent la patate et tout. Non. Là il y a des meurtres et trucidage et tout, ouais. C'est encore parti. Après, moi j'ai juste parlé d'une nane, hein, ça va. Hein. Oui, bon, on verra la dinde tout à l'heure. Et comment ça va, Ista? Bah écoute, ça va, on va faire un nouvel épisode. C'est toujours plaisant à faire, moi je suis content. Et toi? Ouais, ça va. Grand froid, encore une fois, sur Paris. Et ouais, moi je suis chaud pour parler de trucidage. Parce que je vais trucider des films et on va parler de trucidage dans les films aussi. Effectivement. Alors, on va commencer par l'actu, puis ensuite on continuera avec nos critiques des films, des sorties de la semaine. On continuera avec le box-office et puis on parlera des sorties de la semaine prochaine. Vous aurez tous les timecodes dans la description. Je tiens aussi à dire que quand on parle de séries, c'est plutôt avec spoil. Et sur les films, c'est sans spoil. En gros, ça, hein. Ouais, à peu près. Bah, de toute façon, dans les films, en tout cas, à chaque fois, on essaie de pas spoiler. Après, les séries, vu qu'on parle là, on va parler d'un épisode de Monarch, précisément, on va spoiler sur cet épisode. Et voilà. Et puis, on attaque l'actualité avec encore un truc très gai, de l'horreur. Five Nights at Freddy's 2 est en marche avec Emma Tammy, donc la réalisatrice du premier, qui revient. Bonne ou mauvaise nouvelle, Ista? Vu nos retours sur le premier, je crois pas trop que ce soit une bonne nouvelle pour nous deux, parce qu'on n'a pas vraiment apprécié le premier film, donc bon, c'est pas un truc qui nous hype du tout, quoi, je pense. Bah ouais, enfin moi Emma Tammy, je la connais pas, je crois que c'était une réalisatrice indé et tout, mais moi il y a aucune idée qui m'a séduit dans son film, donc ouais, pas du tout content. Et après c'était normal, voilà, c'est le film d'horreur le plus rentable, enfin qui a rapporté le plus de l'année. Donc voilà, il y a une suite, on s'en doutait. Emma Tammy qui revient en espérant que le deuxième s'amuse un peu plus avec son concept, mais j'y crois même pas trop. Ouais. Bah ouais, là, vu qu'ils reprennent la même équipe, je m'attends à rien de fou, quoi. Hein, c'est ça le problème, quoi. C'est, ouais. Pourtant, il y a quelque chose, je pense, il y a le matos pour s'amuser, quoi. C'est ça le pire. Mais ouais, mais je sais pas. Ça a bien fonctionné, hein. Donc de toute façon, c'est pas une surprise que A2 arrive. Hein. Le carton que ça a fait, voilà, quoi. C'est ça, donc on souffrira ensemble dans genre 2 ans. Enfin, 2 ans. Dans 1 an, parce que les films d'horreur, on sait comment ça se fait. Ça se fait en 2 secondes, donc voilà. Mais on a un autre film d'horreur. Enfin, c'est pas un autre film d'horreur, mais c'est une annonce que Bruce Campbell, notre Bruce Campbell national, pas du tout national vu qu'il est américain, ouais. Mais en tout cas qui a confirmé que il y aurait plus d'Evil Dead, donc de films Evil Dead qui arrivaient. Et il a dit à peu près 1 tous les 2-3 ans du coup. Et ouais, bah moi je suis moitié chaud. Je suis moitié chaud parce que c'est de la sérialisation et voilà quoi. Je sais pas s'ils vont, parce que là la série Evil Dead c'était si quelqu'un avait une idée, on faisait un film avec ça. Et là ça va devenir on va faire un film Evil Dead pour faire un film Evil Dead, donc je sais pas si voilà. Mais en même temps, d'un autre côté, je me dis, moi il y a aucun des Evil Dead que j'aime pas en fait, tu vois. Donc en fait moi j'aime bien cette saga et voilà. Même oui les derniers, voilà, celui de Fede Alvarez là en 2010, là bien gore, je l'aime bien. Et le dernier Evil Dead Rise, je suis tout seul, mais je le trouve pas nul, voilà. Non, il est pas si mal reçu que ça, hein, le dernier. Oh, mais je crois qu'il est les fans d'horreur, je crois qu'il est pas si bien aimé celui-là. Hein. Ouais, je sais pas. Le Fede Alvarez, je sais qu'il est bien apprécié par contre. Il y a beaucoup de monde qui l'aime bien. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais ouais. Moi, j'avoue que sans H, j'ai du mal à me mettre dedans. Ouais. Parce que par contre, je comprends. J'ai regardé AGRC Evil Dead, ça j'aimais bien. La série, parce que c'était drôle, quoi, en même temps. Ouais,
ouais. Bah après ça reste drôle, hein, le Evil Dead Rise. Evil Dead, Ouais. celui d'effet d'Alvarez, c'était ultra sérieux par contre pour le coup. Mais celui d'Evil Dead Rise, il m'a fait sourire à quelques moments quand même. Et ouais, mais je sais pas, est-ce que là ils vont faire un nouveau héros qu'on va suivre sur plusieurs films? Est-ce qu'ils veulent faire un truc comme Scream quoi ou... Après, je pense qu'ils vont garder le truc de. Enfin, ce serait cool de à chaque fois des nouveaux protagonistes. Ouais. Ou peut-être qu'ils vont faire revenir Ash, mais j'y crois pas du tout. Pour le coup, que Ash va revenir. Parce qu'il n'y a pas un personnage dans le dernier là qui est c'est une meuf qui est pratiquement fringuée comme Ash. J'avais entendu un truc comme ça. Fringué comme Ash, non, enfin j'ai pas vu ça. Mais après il y a toujours des trucs qui rappellent Evil Dead, voilà. Personne. Bah, comme dans celui de 2010 ou celui de Evil Dead Rise, il y a un personnage avec une tronçonneuse à un moment ou un truc comme ça, tu vois. Et ouais, bah après peut-être que on reverra des acteurs de Evil Dead 2010 ou de celui d'Evil Dead Rise, mais je parierais pas là-dessus moi. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire ça en tout cas. Ok. J'ai pas vu le film, donc je sais pas. Ok, bah après, ouais. Mais après, c'est pas forcément... parce que c'est aussi avec Sam Raimi, mais je crois en producteur, pas forcément à la réalisation. Ouais, bah oui. Je pense pas que Sam Raimi va se relancer là-dedans. Il a fait 3 films, voilà. Et Bruce Campbell aussi, d'ailleurs. Bah, il a réalisé des épisodes aussi de... Genre le pilote de Ash vs Evil Dead. Ouais, je crois qu'il a lancé, mais après je crois que c'est plus lui du tout. Ouais, je crois aussi. Et donc, bah ensuite, on reste dans l'horreur, encore une fois. Mais là, c'est pour la série des Aliens. Parce qu'en fait, il y a la série. Donc, il y a un film qui arrive l'année prochaine. Il y a une série qui arrive en 2025. Et donc, il y a Timothy Olyphant qui a été casté pour un rôle majeur dans la série. Tu connais Timothy Olyphant? Ouais, bah je le connais. J'ai vu dans 1 ou 2 trucs, quoi. Tu vois, je l'ai vu dans Scream 2. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans Scream 2, chef. Ouais. Bah, il est dans Mandalorian saison 2. Ah ouais? Ah bah oui, il est dans le premier épisode de la saison 2. Je me souviens même plus. Mais ouais, ok. Il a fait Hitman aussi. Oh. Ouais, non, c'est pas un super acteur, je crois. Après, j'ai pas vu de mauvaises performances de lui, mais bon, voilà, quoi. Oh putain, c'est vrai qu'il était dans quoi? Dans Die Hard 4. Ah merde. Oublié. Mais je crois qu'il y a une série où il est vachement bien dedans. Je crois que c'est une série western où il joue un cow-boy. Ouais, bah là, il va peut-être jouer une figure antagoniste, je pense, parce que bah il est dans la série Alien, et la série Alien, je crois qu'elle se concentre vraiment sur des ados, il me semble. Ah, tu c'était le film. Non, c'est le film. C'est Alien versus. Ah, les films se concentrent sur des ados. Non, le film, ce qu'on sait, c'est que ça va sur Terre, pas que ça se concentre sur des ados aussi. Ah non, c'est le film. Là, je viens de vérifier, c'est le film où c'est un groupe de jeunes. Ok, voilà, c'est ça. C'est le film, ok. Et la série, je sais pas du tout de quoi on va parler, mais en tout cas, le film, ça se concentre sur des jeunes, et dès qu'on avait eu la news, il y avait plein de gens qui étaient aïe, on va pas voir ça, tu vois. Ouais. Il me semble que la série, c'est sur Terre, alors que c'est dans l'espace, il me semble, le film. C'est un truc comme ça. C'est ça, ouais. Ensuite, on reste dans l'horreur, puisqu'on va parler de Sonic. On a eu une première image de Shadow, du coup, qui sera dans le prochain Sonic, pour ceux qui connaissent. Et on a une date de sortie. Enfin, on a plein de dates de sortie là qui à la suite. Et bah, on apprend que le film sort à peu près pour Noël, du coup, le 20 décembre 2024. Et on a un autre film qui est très similaire à Sonic 3 qui sort aux environs de Noël, c'est Nosferatu de Robert Eggers qui sort le 25 décembre. C'était une blague. Et voilà, ouais, on a 2 films de Noël très spécial. C'est pas du tout de Noël. Bah si, Sonic ça peut être c'est un film familial, donc ça va avec Noël. Oh bah après, alors si c'est juste des films familiales, c'est des films de Noël maintenant, on peut dire que c'est un film de Noël. Bah oui, tu vois, Wonka, ça va être un film de Noël. Pourtant ça se passe pas à Noël, tu vois. Oh, putain, ok, non mais après je vois ce que tu veux dire, genre que certains aiment bien ce genre de film pour Noël. Ouais, voilà, ouais. Après, est-ce que Sonic 3 va y avoir une vibe Noël et tout? Bah peut-être, oui, vu que ça sort en décembre, il y a moyen. Hein. Est-ce que Sonic, est-ce que Shadow va pas ça va se passer à Noël. Un bonnet de Père Noël et tout? À la fin du film, je pense, ouais. Oh l'horreur. Il va venir en méchant, puis à la fin, il aura le chapeau, ouais. C'est quand dire, mais Shadow, arrête, sois pas si méchant, c'est Noël. Putain, quelle horreur. Mais ouais. Mais j'espère qu'on va voir la série sur Knuckles avant, quand même. Ça doit faire le lien entre le 2 et le 3. Oui, normalement, c'était annoncé comme cette année, hein. Enfin, l'année prochaine, pardon. Donc, je pense que voilà, mais après, je pense que la série Knuckles, ça va être inoffensive, hein. Je pense vraiment que ça va être un truc cool, mais ça va rien avoir avec Sonic 3, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, on verra. Hein. Il y aura peut-être des easter eggs après dans le film, troisième film et tout. Ouais, peut-être.
Et donc ensuite, on a une date de tournage. Donc c'est Last of Us, la saison 2. Donc elle va tourner en février. Ouais, Last of Us saison 2 qui commence. Bon, on savait que ça commençait début d'année, voilà. On sait que c'est en février. Tout se passe pour le mieux. Bah, est-ce que ça collerait avec les rumeurs sur les 4 Fantastiques? Parce que soi-disant, j'ai entendu que ça tournerait en janvier. Mais Ah après, ok, que du coup, il va enchaîner les 2 tournages, Pedro Pascal, c'est ça? Ouais. Ah ok, ouais. Bah oui, c'est fort probable. Après, on n'a pas d'annonce de tournage des 4 Fantastiques? Non, on n'a pas la date de tournage pour les 4 Fantastiques. Parce que s'il tourne dans un mois, il faudrait peut-être le Il y savoir. a une rumeur sur le 15 janvier, mais c'est une rumeur. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ok, bon, on en saura plus dans les prochains jours, je pense. Oui, je pense aussi. Et en février, on a De Beer saison 3 qui va commencer son tournage aussi. J'ai pas vu De Beer, c'est toujours à toi d'en parler, vas-y. Je sais pas. Oui, bah c'est juste parce que j'en avais déjà parlé qu'il y a une saison 3 qui arrive. Effectivement, elle va tourner en février 2024. Et juste, je crois qu'ils veulent la sortir pour la fin d'année. Il me semble que j'avais entendu un truc genre Holiday 2024, quelque chose comme ça. Donc juste voilà, quoi. The Beer, c'est cool. Et hâte de voir la saison 3. En février, on a une série qui arrive le 27 février, donc sur FX et Hulu, mais selon nous, ce sera sur Disney+. Donc c'est une série qui s'appelle Shogun, et c'est une série avec des samouraïs, voilà, qui a l'air d'être un truc dont Disney a l'air de bien miser. Il y a des bandes annonces, il y a vraiment l'air d'avoir du budget, ça donne plutôt envie. Il y a des beaux costumes, il y a des beaux décors, il y a l'air d'avoir des beaux combats. Franchement, il y a moyen que ça défonce, quoi. Donc 27 février sur Disney+, on va surveiller. On va surveiller ça. Ensuite, du côté de Netflix, on a des annonces. On a Sandman saison 2 qui a repris son tournage, parce que je crois qu'il avait déjà commencé avant. Ou il a commencé avant la grève. Il avait commencé avant la grève et qui reprend. Et on a une date pour la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, Le Problème à 3 corps, qui revient le 21 mars. Donc c'est vrai que c'était début d'année, il me semble, mais là on a une date. Voilà, donc... comment c'est Ness et Benioff, je sais plus. D&D, voilà, le duo. Ouais, bon, on va voir. Après, ils ont déçu avec la dernière saison de Game of Thrones. Est-ce qu'ils vont réussir à redevenir populaires? Je sais pas. Mais après, je sens qu'il y a des gens qui vont être un peu en mode hate watching dessus. Ouais. Je sais pas du tout si ce sera bien ou pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a déjà des gens qui sont avec leur fourche pour les tuer, quoi. Enfin, pour assassiner leur série, quoi. Après, moi, je t'avoue que le trailer, il me donne pas trop envie, mais bon, à voir. Hein. Ouais, pareil. Hein. Avec le casque virtuel, là, qui les emmène dans des... C'est un isekai, le truc. Ils reprennent des acteurs de Game of Thrones. Il y a l'acteur de Sam qui est dans la série. Et on verra, quoi, si c'est bien ou pas. Donc le 21 mars. Alors ensuite on a Jake Gyllenhaal, notre acteur favori, qui est apparemment énervé avec Doug Liman, du coup le réalisateur de son prochain film. Parce qu'ils ont fait un film qui s'appelle Roadhouse, du coup c'est le remake d'un film qui s'appelle Roadhouse, et qui était avec Patrick Swayze, et qui a reçu des très hautes notes en test screening, en tout cas en gros c'est les test screening, c'est une audience qui est choisie, on monte le film et on note leur réaction à la sortie de la projection, c'est un peu pour tester le film, quoi, donc tout test screening, et qui va pas avoir de sortie ciné, et il va avoir une sortie directement sur Amazon Prime, et du coup le réalisateur et Jake Gyllenhaal sont un peu énervés par ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ista? Ils ont raison, c'est dommage que ça sort pas au cinéma. Après, Amazon Studios, est-ce qu'ils sortent souvent leurs films au cinéma? Je sais pas, parce qu'il y a peut-être aussi parce que là on parle de quoi, ça sort pas du tout, ça sort dans des salles limitées. Je crois que ça va pas du tout sortir en salle. C'est sorti Amazon. Ouais, parce que là ils sont énervés peut-être juste que ça sort même pas dans quelques salles, quoi. Ah non, ça sort nulle part. Je sais même pas si ça va. Voilà, c'est que vraiment c'est juste une sortie Amazon Prime. Et apparemment ils étaient fiers du film. Et voilà, Doug Liman en plus je l'aime bien. Moi il avait fait Edge of Tomorrow et trucs comme ça. C'était cool, ouais. Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on avait vu là sur les studios de streaming ou quoi qui promettent certains trucs ou qui finalement ne sortent pas les films. Là en plus on est un peu avec Kyoto versus Acne et des trucs comme ça, voilà, on est dans une boucle, quoi. C'est tous les gros studios de streaming qui font ça, quoi. Ouais, après ils le sortent quand même ils vont quand même le sortir sur Amazon Prime. Oui, là par contre ils le sortent, mais je veux dire il y a quand même des problèmes vis-à-vis de la sortie du film où les mecs sont pas, où un réalisateur il a fait le film pour qu'il sorte en salle et finalement voilà, quoi. Il l'a fait pour qu'il sorte en salle à la base? C'est pas un projet fait avec Amazon à la base?
Bah, c'est un projet qui est fait avec Amazon, mais s'ils sont énervés qu'ils sortent pas en salle, c'est qu'ils voulaient qu'ils sortent en salle, le film de base, Doug Liman et Jake Gyllenhaal, pour le coup. Ouais, mais en sortie limitée alors, pas en sortie. Non, mais après, aux États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas comme ici. c'est pas comme ici, mais je pense que peut-être chez nous, en France, il serait sorti que sur Amazon Prime, tu vois, mais je pense que voilà, ils voulaient le sortir en même temps au ciné. Ouais, comme R. R, il est sorti au ciné. Je Ouais, crois. voilà, comme R, comme plein de films que Amazon sort en même temps là-bas chez eux et en même temps en plateforme, quoi. Mais là, le fait qu'il n'y en ait pas du tout, quoi, de sortie ciné, c'est un peu chaud. C'est peut-être que Jen Salk là, elle a pas aimé le film, je sais pas. c'est bizarre. Ouais, bah ils ont essayé de faire changer d'avis, mais les dirigeants ont décidé que non. Ouais, c'est chaud. Ensuite, Zack Snyder. Donc on a eu des nouvelles de Zack Snyder en ce moment là. Il a beaucoup parlé. Et il a eu une interview dans le Hollywood Reporter et donc il a dit qu'il a appelé James Gunn et qu'il lui a souhaité le meilleur et il a dit voilà, il espère que ça va fonctionner son univers d'ici, voilà, parce que Zack Snyder il a confirmé en tout cas dans l'interview que pour lui d'ici c'était fini. C'était complètement fini. Par contre, il a juste dit que si Gunn juste lui propose une adaptation littérale du comics The Dark Knight Returns, et il serait intéressé par la faire. Ce serait le seul truc qu'il serait intéressé de faire. Et aussi, chez Marvel Studios, il serait juste intéressé de faire un film Daredevil et Elektra. Donc, pareil, donc une adaptation de Frank Miller pour les deux comics. Ouais, je crois qu'il est fan de Frank Miller. Je crois aussi, parce que 300 aussi c'était Frank Miller. Oui, non, mais après on savait, il aime beaucoup ça. Et puis, le fait qu'il veut faire Dark Knight Returns, il a fait Batman vs Superman, ça étonne personne. Franchement, déjà qu'il y a des passages de Dark Knight Returns dans Batman vs Superman, quoi. Ouais, mais même l'intrigue. Oui. Ça reprend, voilà, même l'imagerie et tout. Enfin, ouais, lui, il est clairement inspiré par ça, tu le sens. Donc voilà. Après, Daredevil et Elektra, ça m'étonne pas que c'est ça qui le botte aussi chez Marvel. On va pas se mentir. C'est Frank Miller, donc oui. Ouais, mais même les persos. Voilà, Daredevil, il se rapproche beaucoup de Batman. Voilà, je pense que voilà, c'est un peu son skill bot. Après, le voir faire Dark Knight Returns. Ouais, moi, est-ce que James Gunn va faire Dark Knight Returns? Je pense pas du tout. Je pense qu'il est sur un Brave and the Ball, et voilà, c'est pas du tout son style-là. Et, le style Snyder, voilà, on l'a déjà eu, merci, mais bon, pour qu'il revienne encore, voilà, ce serait un aveu d'échec. Et après, chez Marvel, en vrai, pourquoi pas, en vrai, moi, chez Marvel, Zack Snyder, moi, je serais pas contre, tu vois. Et ils ont engagé John Watts, pour engager Zack Snyder, moi ça me dérange pas. Oui, mais bon, après Daredevil, il y a déjà un projet, c'est une série télé, voilà. Oui, après, de toute façon, je pense que ça va pas se faire, son truc. Ouais. Je pense, voilà, c'est juste, voilà, il pose ça là, mais. Ouais. Putain, un film Spider-Man par Zack Snyder, je pense. Non. Toi, c'est ton pire cauchemar, moi, ça me ferait rire. Visuellement, ça pourrait être sympa et tout. Les ralentis sur l'étoile de Spider-Man et tout. Non, mais ça pourrait être cool. Mais après, c'est Spider-Man, il est ultra dark et tout, ça va me saouler, quoi. Tu vois. Mais... Moi, je pense qu'il en a besoin. Oui, il pourrait faire un Spider-Man avec le symbiote, quoi. Par Snyder, ok, ouais, peut-être, pourquoi pas. De toute façon, je pense que Zack Snyder, tu vas lui montrer le truc avec ce symbiote, il va dire non, ça m'intéresse pas. puis il va partir, voilà. Ouais, bah oui. Et on a d'autres infos sur Zack, parce qu'on parlait de 300 justement, et il a acquis les gains, ça veut rien dire, il a acquis les droits de Blood and Ashes, du coup c'est un script pour une suite au film 300. Alors il y a déjà eu une suite au film 300, mais du coup c'est pas la suite que lui il veut faire. Non, en fait ça c'est un script qu'il avait écrit en fait à l'époque de 300. Mais je veux dire, la suite qu'on a eu de 300, je l'ai pas vue, mais du coup, je pense que... C'est pas Snyder du tout. Ouais, c'est pas Snyder, il s'en fout, et je crois que même, je sais même pas si c'est une vraie suite à l'histoire, ou si c'est genre des personnages complètement différents, mais lui, en tout cas, peut-être il fera une suite, du coup, à 300. Non, en fait, ce qui dit dans les articles, c'est qu'en fait, donc il a repris les droits de ça, mais en fait, ça va se décoller de 300, ce sera autre chose, en fait. Ok, il veut acquérir le script parce qu'il y a des choses qui l'intéressent dedans, mais ça va pas du tout être lié à 300, ok. Bon, écoute. Mais je pense que ce sera dans longtemps puisqu'il a annoncé récemment aussi écrire un troisième Rebel Moon, donc un troisième film Rebel Moon. Donc je crois même qu'il a dit qu'il avait pensé Rebel Moon à la base comme une trilogie, et donc... Oui.
Puis je sais pas si c'est une série d'animation ou un film d'animation, mais il y a un projet en animation qui arrive. Oui, on avait parlé il y a une semaine ou deux. Et ouais, bah, il a l'air de bien miser sur Rebel Moon, qui a eu une première, pas test screening, mais en tout cas, il a été montré. Projection. Ouais. Projection. Et il y a deux types de réactions assez différentes, tu m'avais dit. Bah, il y a des gens qui disent que c'est génial et tout, incroyable, c'est Snyder et tout, et puis il y en a d'autres qui sont plus mitigés, quoi. Qui sont, voilà, ça divise. Comme à chaque film. Comme BVS, comme, oui, voilà. Donc, voilà, on verra où on se positionne. Parce que nous, on n'est pas des haters de Zack Snyder, mais on n'est pas non plus des adorateurs de Zack Snyder. Donc... c'est ça. J'ai même pas vu Army of the Dead. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est en fait que ce soit une production Netflix. Ouais, bien ça. Je suis d'accord. Parce que les productions Netflix en film, généralement, c'est jamais. Enfin, moi, j'arrive pas à trouver en tête un film qui m'a vraiment convaincu sur Netflix. Et en plus, les films de Zack Snyder, j'aime bien quand même les voir au ciné. Parce qu'il aime bien mettre des trucs de grande ampleur et tout. Moi, Man of Steel, voilà, au ciné, c'était quand même quelque chose. Bah ouais. Même Batman, Superman, voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de les voir au ciné, là. Ouais, bon, on verra comment ça se passe. Bah, Rebel Moon, ouais, c'est clairement fait pour être au ciné, quoi. Vu tous les effets spéciaux, les gros vaisseaux et tout. Mais bon, écoute, voilà. On regarde ça sur nos écrans. Donc ensuite, on parle d'un gros con. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc c'est David Zaslav, donc le PDG de Warner Bros. Discovery. Il estime qu'il a fallu du courage pour supprimer des films afin de les déduire de leurs impôts. Il a dit: quel contenu va nous aider à gagner? Le contenu qui ne l'était pas, nous avons pris une décision stratégique. C'était difficile et douloureux, mais c'était nécessaire. Donc il parle notamment de Bad Girl, voilà, qui a fait beaucoup parler l'année dernière. Il me semble que c'était l'année dernière, quand ça a été annulé. Enfin, quand c'est annulé, ça a été tourné, c'était pratiquement, il restait pas grand chose en post-prod à faire, et ils ont tout jeté à la poubelle. Ils ont même pas vendu quelqu'un d'autre ou quoi. Donc, bon, qu'est-ce que tu penses de ces... Oui, bah après c'est des conneries. Enfin, je veux dire, David Zaslav, il dit quel contenu va nous aider à gagner, mais il était là hein, quand ils ont fait les contenus qu'il a rejetés. Donc, je veux dire, c'est un peu principalement aussi de sa faute, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc bon. Bad Girl, il était pas là, hein. Bad Girl, il était pas là. Je sais pas si Bad Girl était là, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il est là, quoi. Et les films, ils sont terminés. Enfin bon, mec, ouais, c'est marrant, mais tu fais du rétro-pédalage à la dernière minute, au moment où les films sont faits et tout. Après, ok, tu veux pas payer d'impôts, mais le mal est déjà, enfin le bordel est déjà mis en route. Voilà, tu te mets, tu te fais des ennemis en, voilà, tous ceux qui ont travaillé sur les projets et qui sont fait bazarder leur travail. On peut dire que voilà, c'était difficile, mais il fallait le faire et tout ça. Moi, je suis pas sûr, hein, parce que bon, le bilan de Warner, pas tellement mieux. Hein, bon. Bah non, le bilan de Warner cette année, il est, enfin, oui. Ils ont eu la chance d'avoir Barbie, quoi, parce que sinon à côté, c'est compliqué. Ouais, hein. Voilà. Donc, je pense pas que sortir le film ou pas, je sais pas si ça aurait changé vraiment grand chose. Hein. Mais les films. Après, les films qu'on a en ce moment, c'est quand même les films de l'ancien régime, parce que lui, il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il est là, je crois, oui. Début d'année dernière, un truc comme ça. Donc, peut-être un peu plus, mais oui, de toute façon, peut-être fin 2021, début 2022, je crois. Hein. Il y a déjà des problèmes, mais bon. Enfin, moi, c'est pas ses remarques et tout. Ouais, ça marque son code. Ça fait un an, ça fait presque 2 ans qu'il est là, hein, lui. On n'a pas vu grand chose de positif de sa part. Donc, bah après, ouais, pour l'instant, les projets qui ont été lancés sous lui, on les a pas eu encore, je crois. Parce que. Non, mais même toutes ces décisions qu'il a fait depuis 2 ans, enfin, moi, je trouve que c'est catastrophique. Bah, oui et non, parce que sur DC, moi, je trouve que c'est bien. Non, mais sur DC, il y a James Gunn qui va chapeauter un truc, mais, voilà, toutes les volontés qu'ils ont eues, de marketing par exemple sur ce qui reste du DCU, toutes les décisions prises par rapport au film annulé, on parlait de Coyote versus Acme il y a pas longtemps, tous ces trucs là c'est nul quoi. Ah oui, et après je parle même pas de toutes ces déclarations vis-à-vis de la grève et tout. Ouais, ça là c'est l'enfer quoi. Ouais, on est d'accord. Bah on va parler de son ami. De son ennemi, mais en fait ils sont ennemis mais ils sont pareils. Ouais, bah oui. C'est Bob Iger qui a été interviewé et je vais te laisser dire ce qu'il a dit, parce qu'il a pas été tendre sur son prédécesseur. Ouais, il a notamment parlé, c'était le New York Times Dell Book Summit, donc c'était une espèce de conférence comme ça où il était interviewé, tout ça. Et donc ouais, il a parlé de Chapek, donc qui était... pour remettre dans le contexte, Chapek, il arrive, il me semble, en 2020, et donc il devient le PDG jusque fin 2022, où là, Iger revient, alors que Chapek était censé être le successeur d'Iger, et voilà, Iger avait pris sa retraite, et voilà, il est revenu. Et donc il a parlé de Chapek, il a dit qu'il a été très déçu, notamment de ce qu'il a vu pendant la période de transition,
de ce qui est sorti de cette période-là, et il dit qu'il voilà, il travaille dur pour sortir de là. Donc ouais. Bah moi c'est un peu ce que je dis aussi, c'est que je vois que pour l'instant moi Iger il est plus en mode réparation des conneries de l'autre, quoi, que parce qu'il y a beaucoup de changements là, on le voit dans toutes les chez Marvel et tout, chez Pixar et tout. Ouais, bah parce qu'en fait Bob Chapek sa stratégie c'était de faire beaucoup de contenu, quoi. Ouais. Plus que qualité, faire beaucoup de contenu, et bah c'est ça qui est critique à Iger dans son interview, quoi. Et c'est vrai que c'était n'importe quoi enfin ce que faisait Chapek, tu vois. Mais après bon chez Iger aussi, enfin après il en parle aussi des séquelles et tout, mais lui aussi il est pas à fond dans faire des suites et des trucs comme ça, quoi. Donc bon, ouais. Après c'est peut-être moins pire, que il a peut-être eu quand même un truc où Chapek, voilà, il était assumé, je veux faire que de la production. Je m'en fous, on fait de ça n'importe quoi, mais ouais. Mais bon, ouais. Parce que ouais, sous Chapek, il y avait une histoire sur, tu sais, où Disney Investor Day en 2020. Donc c'est où il y a eu Kathleen Kennedy. En fait, il y avait tout le monde qui annonçait un peu tous leurs projets. Kathleen Kennedy, elle a annoncé plein de trucs Star Wars, et Kevin Feige après il a annoncé plein de projets Marvel. On n'a toujours pas tout vu, alors que c'était fin 2020, quoi. Et c'était dans le fameux livre là, l'enquête sur Marvel Studios, qui s'était dit qu'en fait ils ont dû annoncer des projets que en fait ils voulaient pas annoncer, qui étaient pas prêts du tout. Ils les ont un peu forcé, Disney, donc le Chapek, quoi. Il les a forcés à annoncer des trucs qui étaient pas prêts du tout à être annoncés, quoi. Par exemple, Armor Wars, Ironheart, ils sont toujours pas là, quoi. Ouais, bah après il y a eu aussi, même le fait que ce soit annoncé, il y a eu des problèmes de production, genre de films qui étaient, enfin de trucs qui ont été décalés, il y a eu le Covid, et puis il y a un changement de programme. Enfin, ça a créé un bordel monstre dans tout ça, quoi. Mais après c'est en partie aussi du fait que il y avait 50 000 trucs d'annonces en même temps aussi, donc voilà, c'était dur de gérer tout ça, quoi. Mais après faut voir la nouvelle stratégie. Là ils ont pris un coup sur la tête, Marvel, là, surtout cette année. Donc voilà, ils essayent je pense qu'ils vont se concentrer sur des projets plus précisément, et voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que Bob Iger fera mieux, mais on verra. On verra. En tout cas, là, il a annoncé, parce qu'il avait été annoncé pour 2 ans, puis ça avait été renouvelé jusqu'en 2026, et il dit bien que maintenant, il arrête, voilà, 2026, c'est la fin de son contrat, il arrête là, et il faut qu'il trouve un successeur, il dit plus robuste, quoi. Alors après, c'est ce qu'il dit, hein. Faut pas qu'il retombe qu'il remette à Chapek, quoi, parce que... Oui, mais je veux dire, c'est ce qu'il dit qu'il va partir, mais il est revenu une fois, tu vois, moi, les mecs comme ça, je me dis... Ah ouais, quand même, le contrat, il est pas mal, son contrat, tu vois, donc faut voir, tu vois. Faut voir est-ce qu'il va vraiment délaisser, on verra bien, hein. Et surtout pour qui. C'est plus ça, moi, qui me fait peur, parce que je pense pour moi, il va vraiment partir. Mais ouais, s'il remet un Chapek, ça va redevenir la merde, quoi. Faut qu'il trouve quelqu'un qui soit à peu près comme lui, quoi, qui soit à peu près dans la même stratégie. Ensuite, il a parlé des suites, comme tu disais. Il a dit... Ils veulent faire des suites plus si les histoires valent le coup. Voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il veut pas s'excuser pour faire des suites. Il dit oui, on en avait beaucoup, mais maintenant ils vont greenlighter que les séquelles, quoi, que lui, qui pour lui valent le coup au niveau de l'histoire. Après, à l'époque, il a validé les séquelles de Star Wars. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Je pense que il veut peut-être dire qu'ils vont moins valider des trucs en quantité, quoi. Mais ça veut pas, ça nous donne pas non plus ça nous rassure pas quant à la qualité de ce qui arrive, quoi, non plus. Oui, ça veut rien dire. Hein. Et après, il a parlé de Marvel aussi. Il a parlé que de Marvel a pas trop performé. Et il met ça sur le coup du nombre de contenus qui était fait, quoi, et que ça a rendu difficile de superviser, en tout cas, de Marvel, ce qui a été un peu shooté durant le Covid. Et ça, c'est fort probable aussi, mais oui, pour moi, c'est pas les seuls problèmes de Marvel, mais non, je vois ce qu'il veut dire. Je pense que ça a pas aidé, quoi, de tout s'éparpiller. Hein. Bah c'est ça, il y a beaucoup trop de projets, donc même s'il dit greenlight moins de trucs, ça peut être une bonne chose aussi pour Marvel, quoi. Il greenlight peut-être trop de projets, et ça perd un peu tout le monde, quoi. Et après, The Marvel, ça a un peu trop bougé aussi, s'il serait sorti l'année dernière, ça aurait peut-être été mieux aussi pour le film, même. Ouais, bah après, peut-être au niveau du box-office, mais après, je pense pas que le film, il aurait changé tant que ça, hein. Je pense que ça aurait été à peu près la même chose, hein, mais bon. Ouais. Ensuite, on a des dates de sortie. On a la sortie de Skeleton Crew qui devrait sortir en novembre 2024 et de Mandalorian qui devrait sortir en 2025 avec un début de tournage en début 2024. Donc
Ça va charbonner Pedro Pascal en ce début d'année. Ouais, de ouf. Et on a une autre série Star Wars qui sort en 2024. Est-ce que tu y acolytes? Ça sort en 2024. Oui. Bon bah, Bob, il y a quand même beaucoup de contenu là. On dit que tu ralentis, mais bon. Mais il n'y a toujours pas de film. Bon, Mais- ouais, c'est vrai. On aurait des news peut-être cette semaine pour le film avec Rey, donc ce serait le premier qui sortirait dans les 3 qu'ils avaient annoncés. Et on aurait peut-être des news, notamment peut-être un casting qui va être dévoilé dans les prochains jours. Yes, et on a, c'est pas vraiment une news, mais on a le réalisateur Takashi Yamazaki qui va être au ciné là, enfin qui sort son film Godzilla Minus One, qui est déjà sorti là aux États-Unis et qui sort, je crois en durée limitée pour nous le 7 et 2 8 jours, décembre. ouais. C'est ça. Et je vais sûrement aller le voir. Et les rageux. Et bah il voudrait réaliser un film Star Wars. Donc bon, on verra. Déjà je vais voir son film, on verra si ça vaut le coup. Et puis bah peut-être que si son film marche bien, il va se faire recruter. Ouais, bah on va parler parce qu'il a un démarrage pas dégueu. Ouais, mais il marche plutôt bien. Mais est-ce qu'il va, voilà, est-ce que je sais pas. Vu que c'est un réalisateur japonais, je sais pas s'il va se plier au truc de studio et tout américain. Ce serait drôle à voir quand même de voir ça. Mais... Ce serait intéressant, ouais. Après, est-ce que c'est lui qui veut ramener son projet ou est-ce qu'il veut juste faire un film Star Wars? Je sais pas. Ouais, c'était une interview où c'est juste on lui a demandé et il a dit moi j'aimerais trop faire un film Star Wars. C'est ça qu'il a dit quoi. Donc c'est pas là pour Oui, l'instant, non, mais il y a rien fait. pour l'instant. Il y a rien, Il y a du rien tout. de fait. Donc, voilà. Est-ce qu'ils vont aller le chercher? C'est pas sûr, je sais pas. Mais comme il a des très bonnes critiques, Godzilla Minus One, c'est possible qu'ils aillent le chercher. Ensuite, on va détour chez Marvel. On a très peu d'infos Marvel cette semaine. Ouais. On a Michael Waldron, du coup, celui qui est sur Avengers Secret Wars au scénario. Et ben, il passe au scénario d'Avengers de Kang Dynasty aussi. Du coup, il va faire les deux. Donc, ouais. Ça nous confirme encore plus le fait que les deux films Avengers sont liés et qui seront sûrement en 2 parties ou un truc comme Infinity War Endgame. Ouais. Et bah, c'est celui qui a écrit Multiverse of Madness et Loki. Donc, ouais, bah ça confirme un peu ce qu'on disait. Tu sais, moi je te disais, ouais, les créateurs, je pense qu'ils allaient prendre les gens qui ont bossé sur Loki, tout ça. Oui. Bah c'est juste logique en fait, je trouve, parce que Oui, en fait, saison 1, c'est là où Kang arrive. C'est là où le multivers commence, tout le concept de multivers et tout sont là-dedans. Donc, que ce Michael Waldron soit sur les 2 films, ça me paraît logique en fait. Ouais, ça aurait dû être lui depuis le début. C'est tout. Ils vont sûrement prendre. Après, je pense qu'ils voulaient peut-être faire 2 trucs différents. Déjà, Ouais, comme Dynasty Secret Wars, voilà, là, je pense que ça serait vraiment lié. Et voilà, ils vont sûrement prendre le même réal aussi pour les 2. On avait déjà parlé la semaine dernière. Oui, oui, c'est Voilà. sûr. Ouais. Et je pense que dans la salle parce qu'il sera pas forcément tout seul au scénario, dans la salle des auteurs, il y aura Eric Martin qui a fait la saison de Loki, je pense qu'il va bosser avec aussi. Ensuite, on a juste une petite news sur Marvel Zombie, donc c'est la série d'animation. Ça sortirait peut-être l'année prochaine, on sait pas encore. Donc c'est Iman Vellani qui a parlé de son personnage de Kamala Khan qui est dans la série parce qu'elle a enregistré les voix. Et donc, ça dit que ce serait le personnage central de Marvel Zombie. Et elle dit qu'ils lui ont décrit le rôle comme si c'était... elle, ce serait le Frodo de l'histoire. Voilà. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais même pas quoi te dire, parce que je sais pas, genre en mode Frodo, dans Marvel Zombie, je sais pas. Quelle est cette... Sûrement qu'elle a, je sais pas, un objet ou quoi, mais on le met à un endroit et que... Ouais, peut-être. Sera protégé par les autres persos. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, je vois moi. Ouais, on verra bien, moi, Marvel Zombie. Je m'en fous. Mais du coup, au moins, on sait qu'elle sera là, elle sera présente sûrement tout le truc, du coup. Il y aurait que 4 épisodes, Marvel Zombie. Ok, bon, bah. Ça va pas être un truc très long. Ouais. Après, faut voir, j'espère qu'ils adopteront pas le même style que What If. Si, c'est le... On a les visuels, c'est le spin-off de What If, en gros. Moins en moins intéressé. À chaque fois, Par contre, c'est TVMA, donc ça va être gore et tout. Ah oui, ok, oui. Et on va faire un petit tour à la Comic-Con. On vous en avait parlé la semaine dernière que on aurait des news et des trucs. Et on a eu des news, mais on a surtout eu beaucoup de trailers cette semaine à la Comic-Con de Sao Paulo. On a eu d'abord un trailer de George Miller de Furiosa, de Mad Max Saga. Un trailer qui a fait débat parce que visuellement, on voyait beaucoup que c'était fait en numérique. Ça a dérangé beaucoup de gens. Moi, j'avoue que c'était une bande-annonce... oui, il y a des plans où ça se voit que c'est en numérique. Il y a même des artistes
des fixes qui ont répondu et qui ont dit que bah ils travaillaient encore dessus, donc voilà, c'était pas fini, voilà, même s'il y a un rendu comme ça. Donc à voir. Moi, j'ai confiance en George Miller, donc aveuglément, question visuelle. Moi, donc voilà, et je pense que oui, ça va. Moi, je pense qu'il va, pas régler le problème, mais voilà, c'est un trailer. Et le film sort dans 6 mois. Je pense que ça sera fini au moment où ça sortira. Ouais, bah moi aussi, je t'avoue que la première fois que j'ai vu le trailer, ça m'a aussi un peu perturbé, le côté tout numérique. Parce que j'avais pas le souvenir de ça dans Fury Road. Mais ouais, pareil, de toute façon, je me dis, voilà, George Miller, il a prouvé qu'il savait faire des beaux trucs et tout. Bon, on verra à la sortie. De toute façon, moi, je suis pas sur un trailer, les FX, quoi. Bah après, moi, ce truc, c'est que visuellement, il m'a jamais déçu. Donc, je vais pas commencer à être en mode, voilà. Donc, et comme on sait, il reste 6 mois, quoi, pour les VFX artistes à travailler. On verra quand ça sortira, quoi. Je l'ai regardé plusieurs fois, et plus je le regarde, moi, ça me dérange, en fait. Donc, bon. On verra. C'est peut-être une histoire d'œil qui s'habitue, quoi, aussi. Je sais pas. Après, c'est vrai que ça me paraît, je pense pas qu'il veut faire un rendu numérique, je pense ça sera, au final, ce sera peut-être un peu différent, mais je pense quand même qu'il va garder l'esprit Mad Max Fury Road visuellement, et juste que je pense que il faut juste attendre que ça se finisse. En tout cas, ça le garde, en tout cas, dans la police d'écriture, tu sais, Oui. Tout ça, donc voilà. Ensuite, on a eu Fallout, donc un trailer pour la série Fallout qui arrive en avril, il me semble. Je crois que c'est le 12 avril. C'est ça, ouais. C'est ça, en avril, et sur Prime Video. Et ouais, donne envie le trailer. Ouais, moi, je suis curieux, j'ai envie de voir, ouais. Je connais pas, moi, les jeux, j'ai pas fait. Je connais un peu juste comme ça, parce que j'ai vu des séquences de gameplay ou quoi. Mais ouais, moi, je suis un peu chaud. En plus, il y a Kyle MacLachlan, qu'on aime bien. Donc, yes. Voilà. Moi, j'aime bien pour Twin Peaks. Exactement. Et toi, tu l'aimes bien pour Grey's Anatomy. Non, quoi? Non, pas Grey's Anatomy, Desperate Housewives. Ah oui, dans Desperate Housewives. Oui, il est super bien dans Desperate Housewives. Voilà, c'était ma petite info. Non, mais j'adore dans Twin Peaks, dans les films de David Lynch. Et ouais, ça respecte pas mal ce qu'il y a dans les jeux. En tout cas, de mon souvenir moi j'ai fait New Vegas et j'ai joué un peu au 4 et j'ai joué au 3. J'adore New Vegas et après le reste un peu moins, mais voilà quoi, j'aime plutôt bien Fallout, j'aime bien l'univers post-apo et tout, donc si c'est bien respecté, je suis content. Et il y a Walton Goggins, donc je suis content parce que j'aime bien Walton Goggins, moi. En tout cas, ils ont pris l'esthétique, les combinaisons bleues, le chien du 4, je crois que c'était dans le 4, t'avais le chien. Oui, ouais. Les armures et tout. Donc, ouais, ça a l'air bien fait. Genre les armures là qu'il y a dans Fallout, là, les espèces de gros trucs là, c'est vraiment les mêmes quasiment, et ils ont l'air d'avoir un putain de rendu, donc. Ouais. Donc je suis chaud. C'est fait par Jonathan Nolan en plus. C'est ça, c'est fait par celui qui a fait, qui a fait beaucoup de films avec Christopher Nolan, et oui, qui a fait Westworld, qui était. Enfin, j'ai vu que les 2 premières saisons, mais j'avais beaucoup aimé. Ouais, pareil. Donc ouais, non, je suis chaud. Et ensuite, on a le retour de la maison des dragons, House of the Dragon, qui a eu un trailer pour la saison 2, et je suis hypé comme jamais parce que j'ai adoré la saison 1. Donc moi je suis chaud, je suis très chaud. Ah, je suis très chaud aussi, très chaud aussi. Après j'ai pas compris grand chose au trailer. Oh, moi aussi, me balancer juste des images, t'es content. Ouais, voilà, c'est ça. Puis à la fin, tu vois Vagar là, un dragon énorme là qui vient, et tu fais ouais, des dragons enfin, le retour, putain. Et apparemment cette saison elle va être très sanglante, ouais. Donc je suis prêt à être choqué. Voilà, je suis prêt à péter mon crâne. Disent les jeunes. Ouais, on va tous péter notre crâne sur cette saison 2. Ça arriverait l'été 2024, donc on n'a pas de date exacte, mais pour l'instant c'est summer 2024, quoi. C'est ça. Et on a eu un trailer aussi de The Boys saison 4, du coup. On avait parlé de Gen V pendant 2 mois, pendant presque 1 mois et demi, 2 mois. Et moi j'aimais beaucoup, toi un peu moins, mais voilà, The Boys, on aime bien tous les deux la série, et là la saison 4, je l'attends beaucoup. Et il y a plein de plans dans le trailer, on voit Homelander qui regarde les gens un peu de haut, ça me fait trop rire. Tu sens qu'il est vraiment ça va vriller, et puis on voit des émeutes, tu sais, genre on sent va y avoir vraiment 2 camps qui va se dresser, et puis il y a Jeffrey Dean Morgan. Il y a Jeffrey Dean Morgan, mais ça, ouais, je sais pas, c'est juste un mec random, je me demande si ça cache pas un truc, moi, sur Jeffrey Dean Morgan. Oui, je pense que ça cache un truc, parce qu'il est en mode, ouais, salut, et tout, et alors que, bon, Jeffrey Dean Morgan, on sait qu'il joue quand même les enculés, donc... Oui, en plus. Je pense que c'est pas un mec très très bon, quoi. Non. Il y a Black Noir, alors qu'il est décédé dans la saison précédente. C'est ça, donc il y a le retour de Black Noir, donc on sait pas trop. Ouais. Et je sais pas si tu as vu, mais si tu fais
il y a un moment dans le monde annonce, on voit le vidéoclub de Gen V. C'est où il y avait. Moi, je pense que ça va parler au début Emma. de Gen V. Hein. Ouais. Je pense que ça va être un peu connecté au début, au moins. Même si voilà, il y a Butcher, il y a tout ça là. Ça va parler de l'antidote ou le truc là contre les super. Je pense que ça va en parler toute la saison aussi. Oui, c'est fort possible. Et bon, on voit aussi qu'il va y avoir un gros truc. Il va y avoir un gros sujet sur la politique parce qu'il y a une élection. Et il y a le côté Homelander et le côté de la sénatrice, je pense plus. Ouais, c'est ça. Je sais plus son nom, mais ouais, côté de la sénatrice, quoi. C'est ça, ouais. Donc, on va avoir une opposition pro-sup contre anti-sup. Ça va être c'est sympa. Et on a un spin-off aussi qui a été annoncé sur The Boys. Ouais, alors The Boys Mexico, ça s'appelle. Il y aurait Diego Luna et Gael Garcia Bernal qui seraient producteurs exécutifs. Mais donc ils seraient pas, ce serait pas des stars du show, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ils seraient pas impliqués en tant qu'acteurs, mais en tout cas ils produisent la série. Et on a le scénariste de Blue Beetle, du coup, Gareth Donnet Alsorcer, avec mon bel accent, qui va écrire la série, du coup. Ouais, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Moi j'aime bien Gen V, mais après bon voilà, le truc c'est que si ils te sortent 3 spin-offs et qu'il faut tous les voir pour voir The Boys, je pense que ça va perdre des gens. Ouais. Je pense avec Gen V, voilà, ça va, mais je pense qu'il continue. Enfin, en tout cas, si The Boys Mexico, t'es obligé de le regarder pour quelque chose, ça va être l'enfer. Enfin, ça va être vraiment chiant, quoi. Bah c'est ça, ouais. C'est mais après Amazon Prime, le truc, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de séries à succès de fou, et donc là, comme The Boys, c'est une de leurs seules séries à succès, ils vont pomper, enfin ils vont vraiment taffer dessus, quoi. C'est ça. En fait, ils ont essayé d'avoir des séries à succès, mais Rings of Fire, ça a pas tellement convaincu, alors qu'ils ont mis beaucoup de fric dedans. Et il y a La Roue du Temps aussi, où ils misent pas mal dessus, mais pareil, ça a pas un succès de fou. Donc il y a que The Boys qui est vraiment le truc réputé d'Amazon, et on verra après est-ce que Fallout et tout ça va reprendre, mais ouais ils misent beaucoup sur The Boys, clairement. Et on va finir par une saison 2 de Halo, voilà, qui a eu un trailer. Moi j'ai pas vu la série, je m'en fous du jeu, mais voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés par ça, moi. Ouais. J'ai pas vu la série non plus, j'ai pas vu le trailer de la saison 2. J'ai vu le trailer, ça a pas l'air nul. Tu vois, j'ai regardé, j'ai fait ça va, ça a pas l'air nul, mais. J'ai vu des gens j'ai été voir un Polycom, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de la saison 1, qui disent qu'elle est pas terrible. Ah ouais? Ok. Ouais. Et qui disent qu'ils n'ont pas envie de voir la saison 2 parce que la saison 1 n'était pas bien. Mais la saison 2 promet quand même d'être mieux. Donc, bon, je sais pas. On verra les retours à la sortie, mais. Ouais. J'ai l'impression que alors que c'est une série Halo, c'est très bizarre, c'est passé complètement à côté. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté, c'est très bizarre, quoi. C'est ça. Et écoute, c'est fini pour les actualités. Ouais. On va passer aux sorties de la semaine. On va vous parler de la grosse sortie de la semaine, le retour. Je dis le retour alors qu'ils sont de retour tous les tous les mois. C'est le retour de Disney. C'est complètement bête. C'est le nouveau film d'animation Disney, donc le nouveau après Avalonia, il me semble. C'est ça. C'était le dernier, donc c'était complètement craché, sorti en simultané. Et on va vous parler de Wish ou Achat. Et la bonne étoile. What are you hiding? Oh, nothing. And nobody. What is going on in there? Okay, ladies. Your wings can't fly, but your voices can. Asha, jeune fille de 17 ans à l'esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles, auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, alliée à la magie des étoiles, peut produire des miracles. Tel est le résumé du nouveau film de Disney. 200 millions de patates. C'est la célébration des 100 ans de Disney. Voilà, c'était ça, du coup, le projet. On retrouve des filles, j'allais dire des princesses, mais non, du coup, c'est pas une princesse, mais en tout cas, une femme qui chante, des vœux, des animaux qui parlent, un château, un conte. On est dans un film Disney traditionnel. Voilà, le film devait de base être en 2D traditionnel, comme tous les anciens Disney jusqu'aux années 2010, enfin même moitié 2000. Car c'était trop limité en termes de mouvement, ils ont décidé de faire le film faire un mix de 3D 2D du coup pour le film, et on reviendra dessus. Et voilà, je vais faire un petit aparté pour parler des enfants au cinéma. Voilà.
Je vais au cinéma. Il y avait plein d'enfants. Ok. Je me retrouve à côté du seul enfant, d'accord, qui est insupportable. Et le pauvre en plus, c'est que il est pas insupportable parce qu'il fait que gesticuler. Il est insupportable parce que sa mère, je crois que c'était sa mère, lui a acheté un popcorn et il s'arrête pas de bouffer le popcorn, quoi. Et genre, il s'étouffe avec. Et genre, le pauvre, il se met à tousser et tout. Tu sens que le mec, il bouffe plus vite qu'il avale. Genre, je sais pas comment. Mais genre, il s'arrêtait pas, quoi. Et je dis, mais sauvez cet enfant, quoi. Genre, et là, il est en train de mourir et tout. Et le pauvre, il a toussé et tout. Il était pas bien. Et voilà. Donc, du coup, là, c'était juste une petite anecdote comme ça. Essayez de limiter vos enfants au niveau des popcorn, s'il vous plaît, parce que sinon, ils vont finir par mourir en mangeant du popcorn et c'est pas cool comme mort, quoi. Honnêtement, enfin, vraiment. Voilà, je vais te laisser parler en premier, Ista, parce que moi, parce que je vais défoncer le film, en fait, et j'ai pas envie de commencer comme ça. Pour le coup. Ouais, alors, donc, bon, moi, j'ai pas eu d'enfant chiant. Ça a été, c'était une séance normale. Moi, c'est un Disney que je trouve moyen. Moi, je le trouve pas, voilà, détestable, comme toi, tu le trouves détestable, je sais, mais, que dire? Alors, je vois ce qu'ils vous ont voulu faire, alors, parce que c'est le Disney pour fêter les 100 ans de Disney. Donc, l'idée, en fait, c'était d'un peu tout mélanger, tout ce qui a fait, voilà, l'histoire de Disney, et notamment, les contes, tout ça, hein, donc, ils ont fait, tu commences les films, t'as le livre qui s'ouvre en mode Il était une fois, t'as la fin, le livre qui se ferme, etc. T'as un méchant. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un méchant, déjà, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de méchant dans un Disney. Ah ouais? Après, ah ouais? Je savais même pas. Bah oui, ça fait longtemps. Hein. Mais comment ça? À Palomina, il n'y avait pas de méchant? Je sais pas, je l'ai pas vu. Pas vraiment, non. Ah, genre que de personnages qu'il a. Il n'y a pas de méchant, non. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de méchant comme ça, parce que voilà, c'est un profil de méchant à la Jafar, Hades, tout ça. Bon, après, il est beaucoup moins bien, ça, je pense qu'on sera d'accord que voilà, il est décevant, le méchant. Il aurait pu être plus cool. C'est pas un méchant qui me marquera, en tout cas. Ouais, donc il y a cette volonté là de faire vraiment le Disney des 100 ans. Donc il y a énormément de refs à tout Disney et ça va dans les dialogues, ça va partout. Et j'ai même entendu tout à l'heure, je savais pas, mais dans le ratio de l'image, qui est le ratio de La Belle et le Clochard et des vieux films comme ça. Donc ça va très loin dans les références. Ouais, c'est bien. Je pense que si tu as une chaîne YouTube, tu peux faire les 200 références de Wish, machin. Ouais, franchement, je pense qu'il y en a 500. Je pense qu'il y en a 500. Ouais, je pense aussi. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense que ça c'est un gros problème en fait, c'est que en fait ils se concentrent trop là-dessus le film à vouloir faire des rêves tout le temps. Là où moi Tortue Ninja, moi ça m'avait pas dérangé, c'est dans le sens parce que en fait comme c'était dans l'histoire du film. Alors dans les Tortues Ninja, ils t'expliquent qu'en gros ils ont grandi en regardant la télé, en jouant aux jeux vidéo quoi, sans voir le monde extérieur. Donc moi ça me gênait pas. Là par contre je trouve ça un peu forcé quoi. Je trouve ça un peu forcé et encore j'ai même pas tout vu. Moi j'avais pas vu que voilà ses potes c'était les sept nains tout ça. Et il y a aussi ce problème là, c'est que par exemple moi les persos secondaires, je trouve qu'on n'apprend rien sur eux et qu'en fait ils sont pas intéressants du tout. J'ai aussi un problème avec les voix françaises. Notamment celle de Gérard Darmon sur Valentino, donc la chèvre. Mais après, même si je trouve qu'il est pas crédible du tout, et il était déjà pas crédible sur Tortue Ninja, il est pas du tout là non plus. Et en plus, la chèvre, elle est pas très intéressante, elle est pas très marrante. Je trouve les blagues, elles fonctionnent pas trop. Enfin, moi, ça m'a pas beaucoup fait rire. Donc, par contre, moi, là où on sera pas d'accord avec elle, je pense, c'est sur les chansons que moi, je trouve plutôt sympa. J'aime bien les sonorités, il y a un peu de guitare en mode troubadour, comme au Moyen-Âge, tout ça. Moi, je trouve ça sympa. Mais l'histoire, ouais, je trouve que Asha aussi, plutôt... Le personnage est ok, il est plutôt bien, le personnage d'Asha, elle est plutôt attachante. Mais en fait, je retiens peut-être que elle du film, vraiment comme point positif, et les chansons qui pour moi sont pas dégueu. C'est que pour moi le film, voilà, il se voit, il s'oublie. Je suis pas sorti énervé, mais je suis un peu en mode Osef. Et en vrai, c'est quand même dommage que le film soit un film moyen pour Disney, alors que c'est des 100 ans quoi. Moi, je trouve que Encanto, que j'aime bien, je l'aurais plus vu pour un film des 100 ans. Parce qu'en plus, le visuel... Alors, le visuel, je sais pas trop. Des fois, ça me dérange pas. Des fois, je trouve ça plutôt joli. Et des fois, je trouve ça très bizarre. Et des fois, je trouve ça moche. Des fois, je trouve ça fait des TV de films en 3D. Parce que j'ai revu des séquences d'Encanto, justement, il y a pas longtemps. Et Encanto est vraiment super joli, je trouve. Et par contre, celui-là, ouais, il y a... Ouais, mais je trouve
qui est à parti pris, donc d'un côté j'ai pas envie de les taper non plus dessus parce qu'au moins ils tentent un truc, donc voilà. Mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient d'ailleurs déjà testé ce style-là, de la 3D un peu stylisée comme ça, qu'on a eu aussi dans Spider-Verse ou dans d'autres films comme les Mitchell et tout, que ce serait eux qui auraient commencé avec un court-métrage qui s'appelle Paperman, qui a été oscarisé, et j'avoue que je l'ai pas vu, il faudrait que j'aille le voir, mais voilà, pour la petite anecdote. Et ouais, donc les effets 3D, je sais pas trop, parce que les décors, ils sont en mode peinture, ils sont plates et tout. Je sais pas, des fois oui, des fois non. Moi, ça pourrait être un truc, s'ils le travaillent plus, ça pourrait peut-être donner un truc vraiment sympa. Là, c'est moyen. Des fois, il y a des films ou des jeux vidéo comme ça. Enfin, parce que je pense à voilà, rien à voir, mais je pensais au jeu de Telltale avec le Jurassic Park qui est très décrié, qui est mauvais, mais après ils ont repris ça et ils l'ont amélioré. Donc ça peut être un style qu'ils pourraient reprendre et améliorer plus tard. En tout cas, il y a une volonté de faire quelque chose de différent. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Mais ouais, et le problème que j'ai aussi avec le film, c'est que tout se passe pratiquement à un endroit. Donc je trouve que les décors sont très très limités. Et que c'est un vrai problème du film. Parce qu'en fait, on voyage pas du tout. Et en fait, on a l'impression d'être tout le temps un peu au même endroit. Et ouais, j'avoue que 200 millions, alors qu'ils sont toujours dans les mêmes décors, je sais pas, c'est étonnant. Mais voilà. En gros, voilà, mon avis sur Wish, c'est que c'est moyen. Et que, ouais, les rêves, c'est peut-être un peu trop forcé. Encore, j'ai même pas vu. Il y en a une à la toute fin du générique, parce qu'il y a une scène pour le générique que je n'avais pas vue. J'ai été la voir sur Internet. Et en fait, c'est le grand-père qui a 100 ans. Comme par hasard, il a 100 ans, voilà, parce que, en gros, ce serait un peu une métaphore de Walt Disney, quoi. Et qui fait la musique qu'il y a dans Pinocchio, et qui est la musique du jingle de Disney à la guitare. Voilà. Donc, voilà, non. Je vois il y a un côté qui se veut adversaire et tout, je comprends l'idée, mais moi ça m'a pas spécialement convaincu plus que ça. C'est juste un film que j'ai vu, qui m'a pas dérangé, mais que j'ai assez vite oublié, je pense. J'oublierai assez vite dans les prochains mois. Voilà. Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf que moi je trouve pas moyen, je trouve qu'il est nul. mais ouais, c'est à peu près ça. Moi j'ai l'impression que le film il a été rushé. Ce qui est très bizarre parce qu'il a été annoncé il y a pas mal d'années. 2018. Ouais, en 2018. Et autant que ce soit dans sa narration ou dans ses visuels, je trouve le film rushé. Genre. Et c'est un des films Disney sûrement le plus oubliable que j'ai vu. Alors que c'est censé marquer les 100 ans, c'est vrai que c'est un peu dommage pour le coup. Ouais. Et ouais, moi, d'abord, le style d'animation, ils ont voulu tenter quelque chose. Bon, de base, le film devait être en 2D, totalement en 2D. Ils ont abandonné cette idée, et je trouve que c'est pas du tout réussi, quoi. Ils ont pas su trouver un équilibre entre cel shading et background 2D, quoi. Moi, je trouve ça vraiment pas beau à voir. Enfin, vraiment, il y a vraiment des moments où il y a des tableaux vraiment moches, quoi. Et surtout sur les arrière-plans, quoi. Et même on verrait dans la 3D de base qu'ils maîtrisent dans les personnages, je la trouve moins bien faite. Enfin, je trouve que c'est moins bien fait que dans Moana ou dans des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a pas de mouvement sur les visages et tout. Ça je suis pas d'accord. Moi j'ai trouvé que c'était vachement bien animé, par contre. Je trouvais qu'ils bougeaient vachement les persos et tout. Moi j'ai un vrai problème à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est pas fini, quoi. Genre, pour ça c'est extrêmement bizarre, mais voilà, quoi. Et on a cette ville médiévale européenne totalement banale là, et on a l'impression que tout est vide, quoi. Surtout dans les décors, quoi. Genre, il y a pas de profondeur de champ. T'as l'impression qu'il y a rien. Genre, parce qu'ils ont fait en 2D, les décors, ils sont en 2D en fait, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais ils sont en 2D, mais ils sont remplis de rien. Enfin, tu vois juste des fonds de aquarelle très spéciales là, et il y a rien dans les décors. Genre, ils se baladent dans des décors un peu vides. C'est très étrange, quoi. Et je pense que il y a un problème au niveau de l'animation, ce qui est bizarre pour moi, je trouve, Disney. Parce que même, voilà, ils font la même chose depuis 10 ans, oui, voilà, mais en tout cas, ça va, je trouve qu'ils maîtrisent plutôt bien leur 3D, quoi. Ouais. Mais là, je trouve qu'ils ont pas réussi, et genre, la mise en scène, elle est nulle. Il y a pas de mise en scène dans ce film, quoi. Justement, ils ont voulu mélanger 2D et 3D pour faire hommage autant aux films récents de Disney et les vieux, quoi. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais il y a pas de mise en scène. Genre, il y a aucune scène qui ressort. Il y a pas d'ampleur, il y a pas d'enchantement, il y a pas d'idée. La composition des plans, elle est complètement banale, alors que pourtant là, cette idée d'aquarelle avec fond 2D, ils auraient pu faire des trucs assez jolis, mais il y a aucun mouvement de cam, il y a rien, quoi. Et je comprends pas leur dire quand ils ont dit qu'en fait la 2D c'était trop limité pour faire ce qu'ils voulaient faire, mais moi je vois le film, je me dis mais à quel moment ils auraient pas pu faire une séquence en 2D, tu vois.
Genre toutes les séquences, pour moi, ils auraient pu largement les faire avec l'animation traditionnelle Aladdin, avec le Roi Lion qu'ils avaient fait à l'époque. Enfin, c'est très bizarre, je trouve. Et alors que, franchement, les 10 dernières années de Disney, j'aime pas. Mais au moins, il y avait des idées de mise en scène dans des films, genre même La Reine des Neiges, quoi. Il y a des moments, surtout au niveau des chansons, tu vois. Bon, les chansons, moi, je les trouve nulles. Il y en a aucune que je retiens et aucune que je vais écouter. Alors que bon, même des Disney nuls, voilà, La Reine des Neiges, enfin Disney nul, c'est pas nul, mais en tout cas, je suis pas fan. Et bah voilà, il y a des chansons qui te restent en tête parce qu'ils ont tout fait pour que ça te reste en tête de toute façon. Ces films-là. Oui. Et mais au moins il y avait des moments de mise en scène. Je pense au moment où elle fait son château de glace, quoi, qui est assez impressionnant, tu vois, dans La Reine des Neiges. Et là, il y a rien, quoi. Au niveau des chansons, il y a pas de mise en, enfin il y a ce moment où le méchant il chante sa chanson avec des boules. Il y a des boules autour de lui et je trouve ça mais anecdotique à ce mec. Il parle, il tourne autour des boules et voilà, il y a rien, quoi. Et tu fais bon, d'accord, bah il y a rien visuellement. Je me fais chier. Ah ouais, je sais pas si je suis d'accord, mais ouais, ok. Je trouve ça d'une platitude. Je pense que c'est le Disney le plus plat en fait que j'ai vu toute ma vie. Je sais pas depuis quand, tu vois. Et après t'as dit les références, ouais. Voilà, là c'est la fête. C'est la fête aux références. En plus les auto-références. Ouais, c'est ça. Je trouve ils auraient pu faire ça à un moment, quoi. Ouais. Et c'est vraiment à l'outrance. Tu vois, encore certains, ils me dérangent pas trop quand c'est visuellement. Voilà, je crois qu'il y a un moment où Asha, il y a ses cheveux au vent, comme Pocahontas, ou des trucs comme ça, ou encore c'est un peu visuel, tu te dis bon, c'est un peu gros, mais ça va. Mais le name dropping, c'est pas possible, quoi. Quand le méchant, il te dit le pays imaginaire, où il te fait miroir, miroir, qui est le plus beau et tout, des trucs comme ça. Et il y a un moment, je l'ai dit à Ista, j'ai putain un câble, il y a Peter Pan à l'écran, et là tu fais non. Ah là tu fais c'est bon là faut arrêter quoi, arrêtez de vous foutre de ma gueule, genre c'est un peu trop quoi dans ta gueule quoi. Déjà ça m'avait saoulé sur comment ça s'appelle, les Tortues Ninja, mais c'était pas à ce niveau là. Là c'est on a atteint un autre cap qui est encore plus gros quoi, et c'est insupportable. Et je pense que c'est aussi un problème du film, ces autoréférences, parce que c'est ça, c'est qu'en fait il s'autoréférence tellement qu'il oublie son récit quoi. C'est ça, en fait, il a pas sa propre identité, ce film. Genre, y a rien qui ressort de ce film, quoi. Et après, l'intrigue, elle est cousue de fil blanc, quoi. C'est du déjà vu. Bon, voilà, ils sont essayés de revenir à une histoire traditionnelle Disney, voilà, mais bon, c'est du déjà vu au niveau des persos, ça développe rien, mais alors rien du tout, quoi. Et tout va trop vite, on s'attache à personne. Enfin, je suis censé m'intéresser à ces personnages qu'on voit 2 secondes, genre le grand-père. Ouais, ça. Par exemple, non, je m'en fous, ses potes, là, ils ont 7. Là, c'est les 7, voilà. Ils ont nains, ouais. Une personnalité similaire aux 7 nains, mais ces 7 nains, je me souviens un peu d'eux, tu vois. Je me souviens un peu d'Achou, je me souviens un peu de Grincheux. Tu vois, j'ai un truc avec eux, et eux, c'est tellement rapide. Je les vois tellement pas que je serais incapable de te dire leur nom ou quoi. Bah, c'est ça. Et il y a un personnage qui prend de l'ampleur aussi, au moment, c'est la reine. Mais la reine, je l'ai tellement pas vue pendant 1h10 que d'un coup, elle est là et tu fais, ah oui, putain, c'est vrai qu'elle est là et elle prend une certaine ampleur, quoi. Le Luma, il est un peu cool, là, le Luma, là. Mais parce que c'est un Luma, quoi. Voilà, moi, j'aime bien les Lumas. Donc... et il fait les mêmes bruits que les Lumas. D'ailleurs, à la base, ça devait être un garçon dans les premiers trucs. Ah, ça devait être un petit garçon? Ouais. Oh putain, ils auraient fait la fée clochette ou un truc comme ça là. Bon bref, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire avec, mais ça aurait été... mais c'était pas une étoile. Il y a eu plein de changements pour ce personnage. Je pense qu'ils ont joué à Mario et ils ont fait ah putain le mal, c'est vachement bien ça. Et la chèvre, c'est l'horreur parce que c'est le 2e comic relief du coup enfin elle a un aspect mascotte un peu comme le Luma, sauf qu'en fait elle est comme t'as dit, elle sert à rien quoi. Bah, elle sert vraiment à rien. Moi je le compare à genre Mouchou, tu vois, c'est le genre de perso. Ouais, Mouchou il est drôle, tu vois. Et Mouchou, il est drôle, il sert à quelque chose, putain, Mouchou, il est vraiment là présent, quoi. Je sais pas s'il sert à quelque chose, mais il est drôle, en tout cas. Ah si, Mouchou, il a de l'impact sur l'histoire de Mulan, enfin, en tout cas, quand il parle à Mulan, c'est lui qui l'entraîne dans certains trucs, voilà, quoi, c'est un vrai personnage de l'histoire. Là, la chef, il est juste là pour faire des blagues, et Gérard Darmon, effectivement, ça aide pas. Généralement, ça aide pas du tout, quoi. Et ouais, voilà, j'ai pas entendu un seul rire de la salle avec les gosses sur Gérard Darmon, quoi. En tout cas, moi. Ouais, oui. Bon, après. C'est compliqué, quoi. Et ensuite, on a Asha. Donc, Asha, elle est pas antipathique, tu vois, elle est un peu sympa, mais elle est vraiment lisse, mais comme une vieille princesse Disney. Et je parle pas de vieille princesse Disney, genre La Belle et la Bête, mais genre vieille princesse Disney, genre Blanche-Neige, quoi. Tu vois, genre, il y a rien, il y a pas de développement, elle a pas de parcours. Genre, au bout de 15 minutes, elle voit le problème, elle se rebelle contre le roi, et voilà, quoi. Genre, il y a rien, quoi, sur son personnage, quoi. Et encore, le personnage du méchant, moi, je le sauve un peu. Genre, au début, je trouve qu'il y a une bonne idée, tu vois. Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est balayé très vite. Il y a un espèce de méchant macroniste
C'est ça. avec les vœux et tout, tu te dis ça peut aller pas mal, mais après le mec il se tourne vers le côté obscur et il est méchant et voilà. Et puis là tu t'en Après fous, c'est quoi. marrant que lui il a une chanson joyeuse et que les héros vers la fin, l'avant-dernière chanson c'est une chanson plus avec des sonorités de méchants avec beaucoup de percussions, tout ça. C'est assez rigolo. Alors si je me souvenais des chansons, je pourrais te le dire. Ouais, voilà, moi, Mais je m'en souviens pas. J'ai essayé de les écouter en VO en plus, mais ça marche pas, toujours pas. Ça me m'inspire rien, quoi. Et le film, il se fourre pour l'instant un peu au box-office. Une première pour Disney, à Valonia, c'était déjà un four, mais il y avait une sortie Disney+, pas de marketing, mais une vraie première pour Disney qui voulait marquer le coup, je pense, qui avait fait du marketing, qui était, là, je pense, c'est le reflet de la crise totale dans laquelle traverse Disney là en ce moment, quoi. C'est vraiment ce reflet là, quoi. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et moi c'est crise totale d'inspiration parce que ce film il y a aucune inspiration pour moi, il y a rien, quoi. Même le seul truc s'inspire de trop de trucs. Ouais, mais en fait ça s'inspire de rien vu que ça s'inspire de ce qu'ils ont fait depuis je sais pas combien de temps, et en plus c'est recraché à ton visage comme de la merde, quoi. Ouais, moi c'est pour moi le pire Disney que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Tu m'avais parlé des films des années 2000, mais ouais, c'est depuis ça, quoi. Depuis ça, parce que même La Reine des Neiges, quel Disney OSEF j'ai vu. Mais depuis Réponse, ils avaient remonté un peu la barre, quoi. Ouais, alors que moi je suis pas fan, hein, moi je trouve pas très bon, mais en tout cas je trouvais pas ça mauvais là pour le coup, c'est la première fois que je vois un film Disney mauvais depuis longtemps, quoi. Depuis très longtemps. Ah, les mondes de Ralph, t'as aimé, toi? J'ai pas vu ça et franchement ça me fait peur aussi. Les mondes de Ralph 2.0, je suis pas sûr que tu aimes, hein, parce que c'est beaucoup des refs aussi. Hein. Ouais, je pense, mais après, je pense que le film, il est moins après, moche. Il est joli, quoi. Je pense qu'il est moins moche et peut-être moins générique, j'en sais rien dans ce qu'il raconte, je sais pas du tout. Est-ce que tu as vu dans le générique de fin qu'en fait, ils te mettent tous les persos et qu'en fait, c'est dans l'ordre chronologique des sorties des films? Oui, j'ai vu, ouais. Et c'était super de revoir mes persos préférés. J'aurais préféré les voir eux et pas voir cette histoire, quoi. Non, j'ai pas. Ils ont fait un court-métrage où tu vois tous les persos sur Disney+, qui dure 10 minutes. Ok. Voilà. Ce qui pour fêter les 100 ans aussi. Hein. Ça s'appelle Il était une fois un studio. Ok, écoute, j'ai fini ma critique là-dessus. Sur le fond comme sur la forme, c'est pas à faire, c'est moche, c'est insipide. Et voilà, pitié, Disney ne refait plus jamais ça, s'il vous plaît. Là, faut ressortir de ça, là. On peut passer à la suite, ou peut-être. Oui, moi, voilà, toi t'as pas aimé du tout, moi je trouve ça moyen, mais bon, c'est quand même pas un constat positif, quoi. On fera les top flops fin d'année, peut-être que moi il sera dans mon flop, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, faut que j'y réfléchisse, mais ouais, franchement, c'est... Pourtant, moi je vois pas beaucoup de films d'animation nuls, mais là, pour une fois, voilà. Et on va passer à autre chose totalement différent pour le coup. On va parler de trucidage, on va parler du retour d'Eliros avec Thanksgiving. It is going to be a very happy Thanksgiving. Let's see. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth, dans le Massachusetts, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres, qui semblaient aléatoires, révèlent un plan plus vaste et sinistre. T'as vu, j'ai bien réussi à dire le nom de l'État américain, alors que franchement, c'était pas facile, hein. Le Massachusetts. C'est ça, et c'est un film pour Thanksgiving, sorti à Thanksgiving. Bon, nous on fête pas Thanksgiving, mais voilà, c'est une fête américaine. Bon, je pense que tout le monde connaît, ouais, où on mange de la dinde. Et donc c'est un slasher qui était à la base une fausse pub pour le projet Grindhouse de Tarantino et Robert Rodriguez, où il y a une fausse pub de 2 minutes 30 où voilà, c'était l'histoire, on te montrait un slasher où un mec de Thanksgiving, un tueur de Thanksgiving venait tuer des gens, et c'est la meilleure pub qu'il y a dans le Grindhouse. Elle est vachement fun, elle est vachement sympa, et il y a pas mal de refs à ça. De toute façon, il y a des scènes qui se reprennent. Il y a une scène avec une parade, et une scène avec une dinde de Noël, et voilà, ça reprend exactement ça. Donc voilà, Eliros revient avec ce film. Ça fait depuis 2010, je crois, qu'il voulait faire un long métrage. Dessus, ça a été, ils en ont parlé. Ça a été entre guillemets. Il me semble que John Watts, il avait fait un script à l'époque.
Ah ouais, je te jure, parce que lui, il était dans l'horreur à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il a fait un script et ça a été abandonné, sauf que ça a été repris par Miramax, je crois, pour refaire. Et puis après, ça a été annulé. Puis après, Spyglass. Enfin bref, c'était un galère. Mais bon, il a fini par faire son film. Eli Roth, qui est un habitué quand même des slashers un peu gore. Il avait fait Hostel 1 et 2. Voilà, il avait fait des films comme ça. Ouais, c'est Green Inferno, je crois, qui est... C'est ça, exactement. Et là, il avait fait des adaptations de ce thriller. Là, il avait fait Death Wish avec Bruce Willis, des trucs comme ça, là. Et ouais, c'était un peu nul, je crois. Ouais, mais ouais. Oui, mais je crois que ses films sont un peu nuls, lui. Ouais. Et là, il était revenu. Il avait fait Knock Knock aussi avec Keanu Reeves, qui avait été un peu, voilà. Et donc, il revient avec un film comme Robert Rodriguez a été revenu avec Machete, par rapport à sa pub Machete. Et est-ce que ça a le même sort? Parce que moi, je trouve que Machete, c'est un film... Tu sais, genre, c'est marrant comme blague, mais en fait, en long métrage, c'est une fausse bonne idée. Et bah là, je trouve que c'est un peu mieux. Je trouve que c'est un peu mieux, Thanksgiving. Bon, c'est un slasher post-scream des années 2000, avec un tueur masqué, des persos adolescents chiants comme la mort, débiles. C'est pas les pires, tu vois, qu'on ait vu, tu vois, mais qu'on aime voir se faire zigouiller parce qu'ils sont un peu cons et qu'ils sont un peu antipathiques. En plus, c'est des jeunes. Puis il y a même une influenceuse dans le casting qui s'appelle Addison Rae, et en fait, c'est une TikTokeuse connue. Et ils l'ont castée, je pense, pour ça, tu vois, parce qu'elle a un... C'est d'être bien à se faire tuer, tu sais, dans un film, dans un genre de film, quoi. On retrouve un triangle amoureux nul à chier. Il y a des cohérences très bizarres, là. L'enquête, elle essaie de te mener dans des fausses pistes, mais voilà, c'est complètement alambiqué, voilà. Il y a des facilités scénaristiques et des révélations complètement attendues, surtout au niveau du tueur. Franchement, t'as vu 3 films d'horreur slasher, tu sais qui est le tueur. Et voilà. Franchement, je pense que t'as regardé le trailer, tu sais qui est le tueur, je pense. Tu vois, tu vois, c'est vraiment pas difficile. Et mais pour le coup, ça reste quand même un film assez divertissant, que moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, déjà c'est un film ultra référencé. Donc j'ai parlé de Scream, mais des références à Halloween. Voilà, dans la mise en scène, il y a un truc de mise en scène très simple qu'Halloween a fait, où Jamie Lee Curtis par exemple, elle regarde par la fenêtre. Et elle voit Michael Myers qui la regarde, et on a un cut où Jamie Lee Curtis du coup se tourne parce qu'elle est dans une école, elle se tourne vers son tableau et elle retourne regarder vers la fenêtre, et on a un recut sur parce qu'elle regarde et Michael Myers c'est plus là. Tu sais, en mode Michael Myers c'est tellement puissant qu'il échappe à la puissance du montage. Voilà, c'est un des plans les plus connus, les plus forts du cinéma d'horreur, qui a été pompé 50 fois. Là, il y a ça qui est repris. Il y a la caméra subjective d'Halloween au début, où on est à la place du tueur, qui est repris au début de ce film-là. Enfin, c'est ultra référencé. Il y a même un côté destination finale dans les meurtres, où en fait le film joue avec le fait qu'on veuille voir des meurtres, et joue avec le fait on sait pas comment la personne va se faire tuer. Donc au bout d'un moment, on a un personnage qui met des lentilles, donc on a un plan d'extrêmement près au moment où elle se met des lentilles, parce qu'on sait que le tueur est là, et on se dit est-ce qu'il va lui enfoncer un truc dans l'œil. Puis il y a plein de trucs comme ça où on se demande comment ce personnage va mourir. Et voilà, il y a une scène avec un trampoline qui fait référence aussi à Destination Finale, qui finit pas pareil, mais voilà, je pense qu'il y a une grosse inspiration de plein mal de slashers, et même des slashers des années 2000, qui est très apprécié pour les gens qui aiment bien les slashers comme moi. Et le film est drôle. Le film, c'est un genre de parodie de slasher, tu vois. Ça s'amuse un peu des genres, c'est un peu fun, c'est hyper violent, hyper sanglant, tu vois. C'est un peu la tendance du moment, les films un peu gore, on a un peu le retour de ça, quoi. Ouais. Ouais, voilà, et le film est plus drôle que effrayant, mais je trouve que c'est assumé, quoi. C'est clairement assumé, c'est jouissif, et c'est hyper inventif dans certaines mises à mort, tu vois. Dans certaines mises à mort, à la fin tu fais oh waouh, tu pètes ton crâne, voilà, c'est incroyable. Il y a notamment une scène de repas de dinde à la fin qui est géniale, quoi. Même si elle dure pas assez longtemps malheureusement, mais elle est super bien faite. Et voilà, c'est une sorte de série B jouissif assumé du début à la fin. Et voilà. Par contre, ça échappe pas, voilà, au trope du genre complètement con. On a une scène d'ailleurs, la meilleure scène du film, c'est le début. On a une genre de, enfin, ça s'amuse du fait qu'il y a le Black Friday entre guillemets. Ok, oui, bah oui. Et on a toute une scène où il y a des mecs qui vont entrer plein de gens veulent entrer dans un magasin pour le Black Friday, et on a déjà vu ces images-là où, tu sais, les gens se ruent dans le magasin le Black Friday pour acheter des grille-pains et des trucs de merde, tu sais, comme des hordes d'affamés, là. Et ça s'amuse un peu de ça, où j'ai genre une hystérie collective, et c'est un peu une critique de la société de consommation, voilà, vis-à-vis du Black Friday, qui est censé être une cérémonie qui réunit les gens, et en fait tout le monde se marche dessus, se défonce la gueule pour aller prendre des télés 50% moins chères.
Tu vois, c'est assez drôle et la scène elle marche vraiment. Il y a vraiment une montée crescendo de la tension et c'est jouissif au moment où ça pète quoi. Et voilà, il y a déjà un deuxième film d'ailleurs qui a été annoncé parce que je pense que il doit bien marcher celui-là. On en a déjà parlé, mais ouais, il y a un Thanksgiving 2 qui est en chemin avec Eli Ross. Mais après le problème c'est que est-ce que ça fera pas comme Machete 2 où en mode ils ont plus rien à raconter, ils font une suite juste pour faire une suite, tu vois. C'est compliqué. Et Eli Ross, il a 2 autres projets aussi qui ont été annoncés, il me semble. Il doit faire donc Cabin Fever, je crois, et un nouveau Hostel. Et un nouveau Hostel, ouais, c'est ça. Donc il retourne vraiment au gore. Là, il est à fond dedans et voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée personnellement, mais Eli Ross, moi, c'est pas un mec qui m'attire. C'est comme là où il excelle, j'ai l'impression. En tout cas, c'est sur les films d'horreur un peu gore comme ça. Bah c'est là où il a fait son beurre, mais moi, de ce que j'ai entendu de ses premiers films, c'est pas. Ouais, c'est pas ça a fou. pas l'air foufou quoi. Donc voilà. Mais je vous le conseille quand même comme un petit film entre potes, un slasher entre potes, il marche vraiment bien et il est débile mais il est assumé et il y a vraiment des mises à mort cool pour le coup. Donc c'est mieux que genre Saw 10 ou des trucs comme ça, tu vois, je trouve par exemple. Ou même les derniers Scream, je trouve que c'est beaucoup plus assumé ici, le côté un peu débile et tout, que le Scream 6 par exemple, qui est complètement débile. On en reparlera peut-être même en fin d'année d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, j'ai plus rien à dire sur Thanksgiving, allez le voir si vous aimez ce genre de film. Et on va vous parler de l'épisode de la semaine de notre série du Monsterverse préféré. On va vous parler de l'épisode 4 de Monarch Legacy of Monsters. Alors, dans le précédent épisode de Monarch, ce qui s'était passé, c'est que... Alors, on avait nos 2 timelines, la timeline du présent, la timeline du passé. Dans la timeline du présent, Kate et Lee vieux, donc, et puis toute l'équipe, ils sont barrés d'un endroit qui était surveillé par Monarch. Ils vont dans une prison, ils sont aidés par un mec, par un garde, ils prennent un avion, ils trouvent un endroit où le père serait passé, c'est un endroit dans la glace, il y a un gros monstre qui arrive, il tue le garde des prisons qui les a aidés, et voilà, cliffhanger. Et dans le passé, il y a Godzilla qui a oublié de mettre sa fourchette, qui a mis sa fourchette dans le four et que ça a tout explosé. Non. Oui, ok. Dans la timeline du passé, ils attirent Godzilla avec une bombe et ça explose à la gueule et après on sait pas où il est passé. Et voilà, et là il y a la docteur qui pleure, mais tout ça. Mais de toute façon, on s'en fout de la timeline du passé puisqu'elle n'est pas présente dans cet épisode. C'est ça, on se concentre que sur les persos du présent. Mais bon, il y a bien des flashbacks, hein. Ne vous inquiétez pas, non. Il y a bien des flashbacks. Ça s'appelle Monde parallèle et intérieur, l'épisode. Et j'ai déjà donné mon avis sur Thanksgiving, donc je vais te laisser commencer sur Monarch. Écoute, moi j'ai trouvé ça pas terrible en fait. C'est surtout un épisode où en fait il y a le monstre et tout, donc en fait il fuit le monstre. Et donc il y a un des persos qui est blessé, il galère et tout. Mais après il y a en fait elle tombe un peu dans les pommes et on a des flashbacks sur 2 personnages qu'on adore. Donc, le personnage de la hackeuse, donc celle qui est blessée, et le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, mais le frère du même père de Kate. Et donc on apprend des choses. Moi ça m'a surpris, voilà. Je savais pas que ce personnage, je le voyais comme un ado au lycée ou à la fac. Et là on m'apprend que c'est un mec qui a fait une exposition d'art et tout, dans une galerie d'art, en mode voilà, bon. Et puis on nous explique l'histoire d'amour qu'il y a eu entre les 2 personnages. C'est pour ça qu'ils se font la gueule depuis qu'on les voit et qu'ils se parlent pas trop, tout ça. Et c'est pas super intéressant, ça tisse des trucs qui peuvent être peut-être intéressants. Il y a quelque chose avec la sœur de la hackeuse, moi je me demande ce que c'est quand même. C'est un Matterlock. Et il y a le côté Monarch quand même, que j'aime bien, le côté juste Monarch où ils sont devant tous les écrans et ils disent ah là là, ça va péter. Voilà, moi j'aime bien ça. Ça c'est incroyable. Mais sinon, l'épisode en lui-même, à un moment il se retrouve séparé. Et il a des visions en fait, le frère, c'est ça? Il a des visions bizarres. Oui, de son père. Oui, il a des visions de son père à la fin de l'épisode. Ouais, il a des visions de son père et tout, mais je sais pas, j'étais pas dedans. Moi, j'ai eu du mal avec cet épisode.
Et après, ça finit par. Ils se retrouvent en fait avec Monarch, donc en fait, ils sont barrés pour rien. Et ouais. Ouais. Pardon, vas-y. Non, j'écoute. Non, mais j'allais pas dire grand chose de plus, c'est juste que, par contre, juste ce qu'ils disent Monarch, il y aurait un truc. Qui annoncerait peut-être le retour de Godzilla et tout. Bon, on va voir, mais. Après, le truc, c'est qu'il y a déjà eu le film Godzilla, Kings and Monsters. Alors, je me demande, est-ce qu'ils vont faire le lien entre les deux ? Je sais pas. Ouais, il y a tout un truc avec un espèce de trou dans le sol à la fin, dont on sait pas où ça mène. Voilà, moi l'épisode, c'est celui que j'ai le moins apprécié d'une série que j'apprécie pas. Donc donc le quart d'heure a été très compliqué. Écoute, épisode centré sur Kentaro et son ex, et c'est les deux personnages que je m'en fous le plus, en fait, c'est ça le problème dans cette série, quoi. Et on a des gros flashbacks sur leur relation, avec des montages alternés, avec Kentaro et son ex. Kentaro qui joue toujours très mal. Enfin, je trouve cet acteur mais insipide au possible. Genre quand il doit se faire de l'émotion, je le sens jamais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une page blanche. Cet acteur, j'ai vraiment du mal, et du coup j'ai vraiment eu du mal dans cet épisode, quoi. Et je m'en fous toujours de lui et son passé d'artiste, je sais pas quoi là. Moi, je l'imaginais pas lycéen, voilà, mais après, je ne l'imaginais pas artiste non plus, qui fait des galeries d'art, voilà. Et on apprend d'ailleurs qu'il aurait pu voir son père, je crois, une dernière fois. Mais qu'il l'a pas fait parce qu'il est resté avec, parce qu'il a rencontré du coup la hackeuse, du coup qui est son ex-copine, voilà, dans l'histoire. Et je suis pas du tout impliqué dans ces deux personnages, quoi. Même leur romance et leur truc, j'y crois pas, je les aime pas. Je crois que c'est une antipathie pour eux, quoi. Non, mais... Même si l'épisode il est pas mal mis en scène, je trouve. Il y a un plan séquence qui est pas mal sur eux deux, au moment où il parle dans sa chambre, il tombe un peu amoureux, et il y a toute une imagerie qui est très belle avec le hublot qui fait le lien avec leurs deux têtes, où ils sont un peu enfermés dedans. Il y a la caméra qui s'avance tout doucement jusqu'au moment du bisou. C'est un beau plan séquence, je trouve, une bonne idée de mise en scène, mais bon, ça va pas sauver le film, quoi. Et après l'épisode est pas dégueu, je trouve. Voilà, il y a des scènes, même normalement il y a Kentaro et son père, il y a des espèces de transitions qui sont pas dégueu, voilà. Oui. C'est plutôt propre. C'est pas dégueu, c'est vrai. Et même les scènes avec le monstre, ça marche super bien, je trouve. Il y a une course-poursuite à la fin qui est bien rythmée. On sent vraiment que le monstre il est prêt à les défoncer. Il y a des très beaux plans en Alaska, et il y a des plans un peu moins beaux. C'est bizarre, il y a des très beaux plans d'ensemble, je trouve, sur la. Mais dès qu'il y a des personnages qui sont mis à parler, on sent la lumière artificielle du coucher de soleil là. Je sais pas pourquoi ils ont du mal avec les couchers de soleil dans les séries, dans les films. Je sais pas, ça m'a pas choqué du tout, hein, je t'avoue. Ouais, il y a un moment, ils parlent tous entre eux, là, ils sont en train d'escalader une genre de montagne, et il y a une lumière orangée, ils sont autour de la montagne et qui se discutent, ouais, ok. Et on sent, c'est très bizarre, mais on sent l'artificialité de la lumière, quoi, donc c'est un peu dommage. Après, voilà, Kate, on n'a pas beaucoup de Kate, on n'a pas beaucoup de Licho. Kate, j'aime bien aimer qu'elle abandonne ses plans de son père pour sauver quelqu'un d'autre, parce que ça montre quand même, elle a un peu d'empathie. Même si elle l'aime pas forcément, elle a aucune attache envers l'ex de son demi-frère, voilà, elle montre un peu d'empathie là-dedans. Il y a pas beaucoup de Licho, mais le peu de Licho qu'on voit c'est bien parce qu'il est cool, Kurt Russell. Je vais dire à chaque épisode. Mais après voilà quoi, le monstre il est cool. Et d'ailleurs il y a un aspect peut-être un peu écologique avec le monstre, je trouve. Parce que j'y ai réfléchi, mais c'est un monstre de glace qui vient dans un truc de froid, et pour éteindre toute source de chaleur, est-ce qu'il n'y a pas tout un truc avec le réchauffement climatique, tu vois, je me pose la question sur le fait parce qu'ils font des flammes, ils mangent les flammes et tout. Ouais. C'est ça, ouais, et je me dis, est-ce que il a pas été réveillé à cause de la pollution, ouais. Et qu'en fait, genre, tu sais, c'est un peu une métaphore de la nature qui reprend un peu ses droits, et du coup qui voilà, avec ce truc un peu congelé qui congèle tout, quoi, ce serait ce serait pas étonnant, sachant que Godzilla c'est un peu ça aussi, enfin, c'est pas le réchauffement climatique, oui, complètement, enfin je veux dire, c'est un message écolo, tout ça, quoi. Ça parle de l'écologie, donc ça m'étonnerait pas que ça parle aussi de ça, quoi. Après l'intrigue elle avance pas du tout, quoi. Enfin il se passe non, mais je pense que c'est quand même un épisode de transition. Je pense que le prochain par contre c'est le mid-season, et je pense que ça va être un gros truc par contre. Ouais, il y a moyen, mais bon, moi franchement, cet épisode c'était pour développer les Kentaro, et je suis désolé, j'ai oublié le nom de son ex malheureusement, mais voilà, parce que je sais pas, elle est transparente aussi.
Et bon, on comprend qu'elle cache toujours quelque chose avec sa sœur là, qu'elle appelle au téléphone. Je sais pas c'est quoi le problème là. Il dira. Ouais, bon, c'est pas. Mais voilà. Après, il y a des trucs un peu intéressants parce que il y a un moment où je sais plus si c'est Kurt Russell ou je sais pas si c'est Monarch qui disent qu'ils sont enfermés dans un espace-temps un peu différent. Genre que l'espace et le temps autour de certains monstres est un peu différent. C'est Kurt Russell qui dit ça, je crois. C'est Kurt Russell qui dit ça et je me dis, est-ce qu'ils vont pas essayer de lier les deux timelines et faire des voyages dans le temps? Ah, je sais pas, peut-être. Pour me poser la question, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a un truc bizarre en mode, tu sais, ils font un tour sur eux-mêmes, les personnages, alors qu'ils partent clairement de l'endroit où ils étaient. Mais au final, ils se retrouvent au point de départ et tu sais, il y a un truc de l'espace-temps qui est un peu perturbé dans cet endroit-là. Donc, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas un voyage dans le temps? Ah, peut-être, ouais, hein. Ce serait pas... Et du coup, les personnages du passé, ils vont rencontrer ceux du présent et c'est pour ça qu'après, ça va se converger. Ouais, je sais pas. C'est comme ça qu'il irait les deux times. Ah, c'est pas con. Je me pose la question, tu vois, mais bon. Ça a l'air. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a vu mourir au début. Parce que peut-être ils vont la sauver. Oh là là, ils vont rentrer dans un truc de timeline de fou. Est-ce qu'en fait le père du coup il est pas rentré, il est pas dans la timeline du passé en fait maintenant? Ah peut-être. Ouais, peut-être, c'est possible. Mais pourquoi il ferait ça? C'est très bizarre. En tout cas, il y a un trou énorme avec de la lumière qui sort à la fin. On voit Kurt Russell qui est un peu choqué en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et est-ce que c'est pas un trou? Moi, je pensais que c'était un truc vers la Terre creuse. Du coup, là où on voit où il y a Godzilla versus Kong, ouais. Ouais, Kong, ouais. Godzilla versus Kong, ouais. Mais en fait, peut-être pas. Donc on aura des réponses sûrement dans les prochains épisodes, quoi. Bah ouais, on verra. Bon là, ça nous a pas convaincus, mais on va voir. Je pense que ça peut quand même relever niveau dans les prochains épisodes. Quand même, c'est pas. Il y a des trucs intéressants quand même. Bah moi, on approche de la moitié de la série. Je pense que je serai pas convaincu, mais en espérant que ce soit le pire épisode, celui-là. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça surtout. Bon voilà, on a fini un peu ce qu'on a dit sur Monarch. On n'est pas très positif cet épisode. Mais tu vas apporter un petit peu plus de positif, j'imagine, parce que tu vas nous parler de deux épisodes de série, Aïsta. Alors d'abord, on va parler de Doctor Who. I don't know if I can save your life this time. Worldwide premiere. Ouais, alors j'avais parlé du premier spécial qui était sorti le samedi de la semaine dernière. Donc c'est en fait il y a 3 épisodes qui arrivent donc pour fêter les 60 ans de la série. Et donc là on a un deuxième épisode donc toujours avec David Tennant et Catherine Tate donc qui vont dans le TARDIS. Le TARDIS va les emmener à un endroit dans l'espace dans un endroit un peu spécial. L'épisode est très très sympa. En fait, je pense que l'idée qu'a le showrunner de Russell T. David avec les 3 épisodes là, c'est d'initier un peu les gens qui connaissent pas et de faire venir un nouveau public et pour leur montrer qu'est-ce que sont les épisodes types de Doctor Who. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est un épisode qui se passe à Londres, où il se passe des dingueries, un extraterrestre qui arrive, tout ça. Et là, t'en as qui sont plus où ils voyagent dans le temps, t'en as où ils se retrouvent dans l'espace, qui ont écouté un peu science-fiction. Et je pense que là, l'épisode, c'était un peu ça, parce qu'ils voyagent dans le temps au début de l'épisode, ils rencontrent Isaac Newton. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'en fait, ils lui font une blague, ils rencontrent Isaac Newton, ils lui font une blague sur la gravité. Et en fait, lui, il comprend le mot « mavité ». Et donc après, ils n'arrêtent pas de dire « mavité » au lieu de « gravité », parce qu'ils ont changé le cours de l'histoire. Donc, il y a beaucoup de gens après qui faisaient des tweets, tu sais, un peu drôles, où ils mettaient genre le film Gravity, ils mettaient Mavity, ou Mavity Rush, ou voilà, c'était assez marrant. Et donc, l'épisode, en fait, c'est un épisode un peu horreur, mais horreur rigolo. C'est assez bien foutu, c'est pas de l'horreur, c'est pas Thanksgiving quoi. c'est pas de l'horreur gore, c'est pas de l'horreur. Mais il y a des bonhommes qui se déforment, qui remplissent un couloir, des formes bizarres. C'est assez marrant, c'est bien fait. Il y a des persos avec des longs bras. Parce qu'en fait c'est eux, enfin non je vais pas dire parce que ça spoil. Mais c'est de l'horreur rigolote et c'est assez drôle. Pas les acteurs sont toujours au top. Hein. David Tennant, il est génial dans son rôle de 14, parce que c'est le 14e docteur, c'est pas le 10e. Donc c'est un docteur différent, mais il est plutôt cool. C'est un épisode qui était très chouette.
qui est très prenant. Il y a beaucoup de suspense, il y a des moments de tension, il y a des moments où tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est what the fuck, c'est bizarre, mais c'est cool. T'as des bonhommes en practical, un robot en practical qui est très chouette aussi au niveau design. Non, franchement, c'est vraiment réussi et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, c'est plutôt cool et je sais pas si j'ai grand chose à dire de plus. Alors, on sent pas vraiment le côté 60 ans, voilà, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait Matt Smith, Peter Capaldi et tout. Matt Smith qui était le 11e docteur, Peter Capaldi qui était le 12e, que genre il y avait des fuites et tout, mais en fait c'était pas ça. Donc en fait ils ont bien gardé le secret et tout, et ça c'est plutôt chouette. Et voilà, c'était j'ai hâte de voir la suite, et l'épisode était cool, et ça te fait chier quand même de se dire que au prochain épisode on va déjà perdre le 14e docteur en 3 épisodes, parce qu'en fait il était cool et on aurait bien aimé, je pense, l'avoir plus longtemps. Mais après on a la chance quand même qu'il soit revenu. Ouais. Qu'il soit revenu quand même, quoi. Bah ouais, non mais c'est cool, après il fait 3 épisodes, voilà. Ça fait plaisir. Il était déjà revenu dans un autre film avant, non ? C'était le film des 50 ans. Et là, en fait, c'est les 60. Mais ouais, ils avaient fait le film de 50 ans où c'était lui et Matt Smith. Ouais, c'est ça, et ça avait pété les crânes des fans. Ouais, c'était sympa aussi, je l'avais vu, ça avait été très cool. Donc, toujours un bon épisode, en tout cas. Ouais, franchement, en plus, si vous avez Disney+, franchement, si vous connaissez pas Doctor Who, moi je vous conseille vraiment de mater, c'est très très cool. Là. En plus, vous pouvez mater là, franchement, il y a des refs, mais c'est pas grave. Si tu les as pas, c'est pas grave. Tu comprends l'histoire. C'est noté, et tu voulais nous parler d'une autre série. Ouais, je vais parler plutôt je vais plutôt parler de la série dans son ensemble, c'est A Murder at the End of the World. Darby et 11 autres invités sont conviés par un milliardaire à participer à une retraite dans un lieu isolé et magnifique. L'un des invités est retrouvé mort, Darby s'impose détective pour prouver qu'il s'agit bien d'un meurtre. Tel est le synopsis de la série A Murder at the End of the World, ou Un meurtre au bout du monde en français. C'est sur FX, il me semble. Enfin, c'est le diffuseur FX. Voilà, et c'est aussi sur Disney+. Je suis, voilà, c'est bon, c'est ma plateforme, ça devient ma plateforme privilégiée. Mais donc c'est une série faite par les créateurs de The OA, que moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, j'ai pas vu la 2. La saison 1, ça parlait ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. C'était vachement original, et je trouvais que c'était assez cool comme série. Je vous la conseille si vous l'avez pas vu en tout cas, au moins la saison 1. Donc là, Murder at the End of the World, donc c'est un genre de whodunit où voilà, comme on disait dans le résumé, ça se passe en fait au bout du monde, comme le titre le dit. Donc ils sont il y a de la glace partout. Ils sont dans une espèce d'immeuble high-tech, dans un endroit où il y a que de la glace, que de la neige partout. Voilà, il y a personne. Et c'est un immeuble où il y a une IA et tout dans l'immeuble. Et il commence à y avoir à la fin de l'épisode 1, il y a un personnage qui a été invité qui meurt, et après il y a des petits épisodes qui suivent et il y a plusieurs morts, et ça monte en tension. Tu te poses beaucoup de questions. Moi j'ai du mal en fait à me dire, à savoir qui c'est. Tu vois, là tu disais tout à l'heure Thanksgiving, on sait déjà qui c'est. Là je vois pas du tout, j'ai beaucoup de mal, et je me demande même s'il va pas y avoir un twist comme quoi c'est pas un des gars qui est là. Parce que, après on va voir, mais là c'est très bizarre. Et ça parle en fait surtout de technologie, notamment de hacking. Parce que le personnage principal est une hackeuse, mais qui utilisait ses talents en tant qu'hackeuse pour trouver des identités de corps. Parce que aussi son père il est dans la police scientifique, et donc il se renseignait sur des gens qui sont morts, notamment il trouve des indices par rapport à un bijou, parce que tu as des flashbacks avec un autre personnage qui s'appelle Billy, et tu vois leur histoire, et c'est assez important dans l'histoire, et tu vois que eux, en fait ils cherchaient des corps, et en fait ils cherchaient de les identifier, etc. Et donc là, en fait, elle va réutiliser ça pour chercher qu'est-ce qui se passe dans ce fameux immeuble au bout du monde. Et des fois, t'as des trucs, tu te demandes, c'est bizarre ce personnage-là, pourquoi il fait ça, machin. Voilà, t'en as une à un moment, dit, je suis pas du tout une hackeuse, et puis d'un coup, elle fait un hack à côté du personnage principal, et là, tu commences à avoir un doute. Mais après, ce personnage-là, tu comprends qu'il va se faire tuer parce qu'il se fait hacker, parce qu'il a un casque où il y a de l'oxygène, et en fait, le casque se fait hacker parce que c'est un casque high-tech. Elle peut plus l'enlever le casque, donc ça lui enlève l'oxygène, etc. Donc c'est vachement bien écrit, moi je trouve. C'est assez prenant, il y a beaucoup de suspense. Les acteurs sont chouettes, et Corinne, donc l'actrice principale, elle dégage un vrai truc, elle a un vrai charisme.
Vraiment, moi, c'est une série que je conseille vraiment. Il y a 4 épisodes pour l'instant. Ça se finira au bout de 7 épisodes. Je suis juste déçu que je peux pas en parler à personne parce que j'aimerais bien lancer des théories, mais voilà. mais ouais, moi, je trouve ça très très cool. C'est sur Disney+, c'est des épisodes d'1 heure. C'est très bien écrit, en tout cas pour l'instant, et j'ai vraiment, pareil, j'ai hâte de voir la suite. C'est tous les mardis, et c'est très bien filmé aussi. Il y a des très beaux paysages, parce que c'est tout dans la montagne et tout. Il y a des très beaux paysages. Et ça parle beaucoup. Voilà, si vous aimez la technologie aussi, ça peut peut-être vous parler. Donc, à conseiller vraiment The Murder at the End of the World sur Disney+. Ok, une série avec une enquête palpitante. Si j'ai bien compris. Et écoute, on note ça sur Disney+. Monsieur Ista du catalogue Disney+. C'est ça. Nouveau représentant. Et c'est fini pour les sorties de la semaine. Monsieur Bob Iger, Monsieur Bob Ista, bonjour. Bonjour. Effectivement, on a fini pour les sorties de la semaine. Et on passe à quoi ? On va passer aux chroniques box-office et on va tomber sur... dès le début sur un film-concert, parce que évidemment c'est la spécialité de notre chronique box-office, les films-concerts. J'en ai marre, c'est bon. J'en peux plus. Il y a le film de Beyoncé, Renaissance, qui a débuté avec 21 millions sur le sol américain, et il a gagné 6,4 millions à l'international, ce qui fait un total de 27,4 millions pour le film de Beyoncé qui vient de sortir. Faut arrêter les films concerts là, on n'en peut plus. Non, ils vont pas arrêter vu que ça marche. Non, ils vont pas arrêter, mais je savais pas que c'était à ce point-là, quoi. Après, c'est les 2 plus grosses stars, j'ai l'impression, du moment aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, c'est les grosses stars et tout, mais bon, voilà, quoi. On aimerait bien ne pas en parler chaque semaine. Ouais, c'est ça. On a envie de parler de cinéma, je suis désolé, mais bon. Est-ce que c'est après, on les a pas vus, juge, ça se trouve, c'est les... Non, je rigole. C'est réel, c'est filmé par Beyoncé, je crois. Elle a filmé des trucs dans les coulisses et tout. Ok. Bon, je m'entends pas à une réalisation incroyable. Après, je crois qu'elle a peut-être réalisé certains de ses clips, elle. Donc, attention, ouais, je crois. J'ai rien dit alors. Tu parles sur Beyoncé. Après, toi, tu vas voir les fans de Beyoncé au dos, vas-y. Vas-y, je les attends, les fans de Beyoncé. Oh, waouh. Moi, je prends les fans de Beyoncé et de Taylor Swift, voilà. Ah ouais, là, tu joues à un jeu dangereux. Ah, et là, t'imagines, là, toutes les gamines de 15 ans, je vais pas faire cette blague. Ensuite, en second, alors on a Hunger Games qui se maintient bien. Donc, il a gagné 14,5 millions de dollars ce week-end. Donc, ça fait qu'il a un total au box-office domestique estimé à 121,24 millions. Et donc, en mondial, il serait à 243 millions. Donc, pour un budget de 100 millions, donc le film, il va être rentable, quoi. Ouais, il va être rentable, même il se maintient encore bien, donc possiblement même bien rentable. C'est cool, moi je trouve ça un bon film et je pense qu'il va sûrement être la semaine prochaine encore dans ce classement. Oui, je pense, ouais. Alors à la 3e position du box-office US, on va retrouver le film Godzilla Minus One qui sort bientôt chez nous pour une sortie limitée. Une sortie à 11 millions de dollars sur le sol américain pour un budget de 15 millions. C'est plutôt pas mal du coup et on verra. Oui, c'est même j'ai vu que c'était le meilleur pour un film japonais aux États-Unis, de Godzilla, quoi. Le film Godzilla japonais. Ok, ouais, de toute façon les gens l'attendaient, le film, il y avait des trailers et tout. Ouais, il était un peu attendu, ouais. Il y a des bons retours, donc ça m'étonne pas du tout. Et t'as vu, le budget, il a vraiment rien comme budget, c'est ouf. Ouais. 15 millions. Et il fera peut-être mieux que certains Godzilla. 200 patates, voilà. Ouais, il y a moyen. Après, il faudrait voir le box-office japonais, quoi. Je sais pas combien il a fait là-bas. Parce que je pense que c'est ça le territoire le plus important pour le film Godzilla Minus One, quoi, que les États-Unis. Ensuite, on a les Trolls 3, donc Trolls Mount Together, qui a fait un box-office ce week-end à 7,60 millions de dollars. Donc il a un total estimé pour le box-office domestique à 74,83 millions de dollars. Il a un box-office international qui est estimé à 3,9 millions de dollars pour ce week-end. Et donc ça lui ferait un total pour le box-office international de 85,8 millions de dollars. Et donc, si on l'ajoute avec les 74,83 millions, on arrive donc à son box-office mondial qui est à 160,6 millions de dollars pour un budget de 95 millions.
Ouais, bah c'est toujours pas fou. C'est toujours pas fou pour ce film qui reste dans le top, mais qui va pas se rembourser du tout. Ça, je pense que c'est mort. Ouais, normalement c'est 2,5, donc ouais, ça va être compliqué. Ensuite, on retrouve Wish. On retrouve Wish de peu, qui ne bat pas les Trolls. Les Trolls 3 au box-office, qui est 5e, qui a rapporté 7,41 millions de dollars ce week-end, pour un total de 41,96 millions au box-office domestique, donc aux États-Unis, et il a rapporté 18,8 millions à l'international ce week-end, donc en incluant la France qui a rapporté 4,1 millions, donc c'est un beau marché pour la France, Wish. Enfin, c'est un beau marché Wish pour la France. Je sais pas si cette phrase est française. Là, je crois que je crois. Et donc du coup, il a rapporté à l'international en tout 39,6 millions, et donc il rapportait en total, du coup mondial, à 81,6 millions pour un budget de 200 millions de patates. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué après. Ça va être compliqué, mais il a battu Strange World. Il a battu Strange World, c'est vrai, mais c'est pas une fierté. Voilà. mais ouais. Mais bon, bon courage pour se rembourser, mais ça me paraît très compliqué. Ouais, ça va être tendu. C'est un démarrage similaire à The Marvels. Le Napoléon de Ridley Scott, il vient de dépasser 136 millions de dollars au box-office mondial. Ouais, bah c'est cool parce qu'il y a beaucoup qui annonçaient potentiel flop du film, et c'est vrai qu'il fait plus que ce qui était attendu. Ouais. Le Killer of the Flower Moon, il avait fait 154 millions. Donc, il est monté quand même jusqu'à 154 millions. Okay. Il a rapporté 50, donc il va peut-être sûrement le battre, et donc voilà, et plus se rembourser. Ça n'a jamais été la rentabilité, on le dit chaque semaine, le but, mais voilà, c'est une petite news comme ça qui est sympathique. Ensuite, on retrouve Five Nights at Freddy's, qui n'est pas dans le top 5 cette année, cette semaine, mais qui a rapporté 286 millions de dollars au box-office mondial en tout. Donc, qui est le film d'horreur qui a rapporté le plus cette année, et qui est à 10 millions d'être le film d'horreur qui a rapporté le plus depuis la période Covid, en fait. Et il devrait dépasser, du coup, A Quiet Place Partie 2, donc Sans un bruit 2, d'ici peu. C'est ouf. Ouais, c'est un tour de malade. Parce que par contre, A Quiet Place Partie 2, je crois que c'est un bon film. Sûrement meilleur que ce film de merde. Ouais. Ensuite on a The Marvels, donc on a une estimation sur sa fin de run, sa fin de course au cinéma. Donc c'est estimé qu'il finirait avec un box-office mondial de 210 millions de dollars. Donc le film il a un budget de 220 millions de dollars plus 100 millions de marketing. Donc il sera pas rentable du tout, il sera pas remboursé. Voilà. Ouais, là c'est le film c'est qui le va flop faire du MCU. Ouais, voilà, ce film qui va faire perdre plus d'argent. On l'attendait, on le sentait, c'est venu. Voilà. Et c'est le reflet de Marvel cette année, puisque Marvel il a pas eu un seul film De quoi? Marvel a pas eu un seul film au-dessus d'1 milliard. Ah oui. C'était pas arrivé depuis 2014, depuis quasiment 10 ans. Donc ouais, cette année c'est très très chaud pour Disney. Bon après il y en a d'autres, voilà, Warner, ça fait un moment que c'est un peu la merde à Warner, mais là cette année, parce que c'est pas que t'as dit Marvel, mais c'est Disney en fait qui a pas eu un film. Ah, je voulais dire Disney, oui. Ouais, qui a pas eu un film au-dessus du milliard depuis 2014, parce qu'il y a eu la Frozen ou ce genre de truc. C'est ça, ouais. Mais même de toute façon, globalement, leur dessin animé, leur adaptation. Là, cette année, ils ont eu dessin animé, adaptation live et film du MCU. Il y a eu des flops. Donc, c'est qu'il y a un truc général, de toute façon. Ouais, même quand il y a pas de flop, c'est genre tout juste rentable, je crois. La petite sirène, c'est genre. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est vraiment. On n'est pas sur des succès, quoi. Il y a eu que les Gardiens qui avaient eu un succès, quoi. Sinon, c'est très compliqué. Ouais, et encore, il fait moins que le 2, tu vois. Il fait moins que le 2, oui, certes. Donc voilà, une année très compliquée pour Disney. Et ouais, de toute façon, tout le monde a senti de toute façon une baisse de qualité. Voilà, après voilà, il y a un truc avec les blockbusters, on en reparlera à la fin de cette année. Ouais. Mais il y a là, eux, c'est ceux qui ont pris le plus gros coup en tout cas cette année, je pense. Ouais, de ouf. Mais bon, on verra l'année prochaine après ce qui se passe. Voilà quoi. Parce que ça peut changer, hein. Oh oui, mais après, surprises. Faut pas l'enterrer, on verra ce que ça donne sur la longueur. Moi, j'étais sûr qu'Oppenheimer allait flopper. Bon, après, ça, c'est les surprises de l'année, ça. C'est les surprises de l'année. Et j'étais sûr que Mission Impossible allait cartonner, et voilà. Et c'est bon. Parce que Tom Gunn l'année dernière, et puis au final, non, quoi. Donc... C'est ça.
C'est ça. Bon, bah voilà, on a fini pour les chroniques, la chronique box-office de la semaine. On va passer aux sorties de la semaine prochaine. Et on a un film au cinéma qui s'appelle Bâtiment 5, qui est réalisé par Lajeli, qui avait fait Les Misérables que j'avais beaucoup aimé, qui avait remporté les Césars, il me semble, du meilleur film. Oui, il me semble aussi, hein, ouais. C'est le film que Macron adorait. Oui, le film qui a fait rencontre à Macron que les galères qu'il y a dans les banlieues. Ouais. Voilà. Donc moi j'attends ce film, comme j'ai envie de voir. Les retours sont un peu plus mitigés là sur le film. J'ai pas vu. Ok. Donc ouais, c'est un film que j'ai envie de voir et j'en parlerai peut-être la semaine pro, on verra. Le Monde après nous, Leave the World Behind, sort aussi la semaine qui arrive sur Netflix et c'est un film de Sam Esmail, donc Sam Esmail qui a fait Mr. Robot et là il se retrouve avec un casting assez fort, Mahershala Ali, Kevin Bacon, Ethan Hawke, Julia Roberts dans un genre de thriller. Peut-être, je sais pas s'il est horrifique, mais un genre de thriller où ils sont dans une maison reculée sans électricité. En tout cas, moi, je me suis pas trop renseigné sur le film parce que je veux pas me renseigner. Et ouais, moi, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que il a l'air vachement bien. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Je vais le mater, je pense. C'est sur Netflix, hein. C'est ça, ouais, Netflix. Et moi, j'avais vu le trailer, mais je m'en souviens plus trop. mais ça va l'air cool. Et, ouais. Et sinon, ensuite, il y a Godzilla Minus One, donc on en a parlé là plusieurs fois dans le podcast, qui a la fameuse sortie limitée, donc c'est le jeudi 6 et le vendredi 7 décembre. Et c'est que dans certaines salles, et je crois que c'est que dans les salles un peu équipées 4DX ou Dolby ou ScreenX ou ce genre de trucs. Des séances un peu chères. Alors ça c'est pour les pâtés. C'est pour les pâtés, ils aiment bien ça. Donc, mais je pense doit y avoir des séances normales dans des petits cinémas un peu plus... qui sont pas des multiplex, tu vois, je pense. Donc, regardez autour de chez vous aussi, si vous en avez des séances. Et ouais, moi, j'aime pas Godzilla, c'est la dernière chance que je lui donne. Mais le film a des bons retours, donc j'ai envie de voir. Il y a des très très bons retours, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sortent. Moi, je vois d'études de gens qui sortent en mode incroyable, machin. Je suis choqué, je sais plus quoi dire, machin. Donc, on verra, mais ouais, j'espère que ça sera cool. Voilà, bah c'est fini pour cette semaine, une semaine assez remplie. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast et de nous suivre sur les réseaux sociaux @lanuitdesorties et on se retrouve la semaine prochaine, Istin. Ouais, la semaine prochaine pour du Godzilla. Oh non. Allez, en double dose. À la semaine prochaine. À plus.